Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas? Est-ce que les gens qui ne me connaissent pas peuvent lever la main? D'accord. Donc, il y a quand même plus qui ne me connaissent pas que qui me connaissent. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Chantal Légarès. Mes coordonnées sont... Ah non, ça ne fonctionne pas? Non, ça n'a pas l'air. Joli paysage. Il y a des choses comme ça. C'est ma fête. Hein. C'est la Sainte Chantal aujourd'hui. Je suis pas en train de chercher les... C'est simplement que j'ai reçu plein de messages ce matin où on me l'a souhaité, donc du coup je sais que c'est aujourd'hui. Alors, une petite anecdote d'ailleurs à propos de Sainte Chantal. C'est la sainte patronne des vocations. Donc on va lui demander qu'elle passe par moi pour, si parmi vous dans la salle il y a des gens qui ont des vocations qui ne sont pas encore révélées, bien qu'elle passe par moi pour vous les annoncer, pour vous les dire, parce que c'est ça, c'est bon, c'est son truc. Ça vous ennuie pas que je m'assoie? Non. Du tout. Du coup, enfin, je vais naviguer. Pardon? Vous n'entendez pas? On ne peut pas la couper, ça? On ne peut pas la couper, François, la ventilation? Si. Parce qu'en plus, il fait chaud de toute façon, non? Si tu mettais ça là. Il fait très chaud. Est-ce que c'est trop Juste, François, pour avancer les diapos, c'est le... En avant. D'accord. Ok. Bien, alors je vais démarrer cette conférence. Est-ce que tout le monde m'entend convenablement là? Oui. D'accord. Alors je vais démarrer cette conférence en remerciant tout d'abord l'association de me recevoir. Je remercie François Paris, son épouse Pascal et puis les petites mains qui les assistent pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Et je vous remercie vous d'être présents. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux. Alors je suis heureuse pour vous parce que je pense que vous allez recevoir des choses qui sont importantes pour vous. Je suis heureuse pour l'association aussi parce que je sais que François y met du cœur, qu'il fait tout ce qu'il peut et je trouve que c'est le juste retour de voir une salle pleine. Donc voilà, merci là aussi pour permettre. Je viens d'Avignon, j'ai pris le train ce matin vers 9h, je suis partie de chez moi vers 7h. C'est un peu compliqué, hein. Il y a le trajet du domicile à la gare, après il faut trouver à se garer, après il y a les trains. Et puis là, alors j'ai déjà tout eu avec la SNCF, hein. J'ai eu le face-à-face avec le sanglier, les vols de câbles, Enfin non, il faut pas que je dise que j'ai tout eu, j'ai pas eu les attentats. J'ai dû voir. Mais j'avais pas encore vu les rails cassés. Donc là, aujourd'hui, c'était rails cassés. Donc on a été arrêtés pendant un temps. Et puis je voyais l'heure qui passait. Donc je me dis, je vais pas affoler François comme ça au premier truc. Donc j'ai attendu vraiment d'être sûr que j'allais être en retard pour l'appeler. Et puis quand ça a commencé à se compliquer, que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement ça c'était compromis, donc j'ai rappelé François et François me dit peut-être on peut leur demander là-haut. Alors effectivement on a beau être médium, hein, c'est pas le premier réflexe qu'on a. Donc François est témoin, hein, dès qu'on a demandé, ça s'est vraiment déverrouillé quasi instantanément. Et puis malgré tout j'ai raté ma correspondance pour Bellegarde. Donc pour être là à 14h30, il y avait plus qu'une option, c'était le taxi. Le taxi c'est un coût, ça m'ennuyait un petit peu de rajouter cette charge à l'association. Donc j'ai demandé là-haut qu'ils fassent en sorte de diminuer le coût et donc je monte dans le taxi, j'étais toute seule, je demande au chauffeur combien ça va coûter, maintenant ce que ça va coûter, moi je trouve que c'est toujours trop cher, donc forcément. Ma foi, bon, on n'a pas le choix, on est dedans, on est marre, et puis il me dit, je suis désolée, j'ai oublié mon tampon, ça vous ennuie pas si je fais un détour par chez moi, ça me prend 3 minutes, je vais chercher mon tampon à mon domicile. Je lui dis, faites. Et là, il prend un appel, un monsieur qui était à la gare, qui dit, voilà, je vais à Cluse, est-ce que... Et il me dit, le chauffeur dit au monsieur, je peux pas, je suis déjà en course. Je dis, si, on peut. Si, on peut. Ah ben, il me dit, si vous acceptez, à ce moment-là, je le prends et ça fera moitié-moitié. Donc, franchement, j'ai trouvé que c'était... Donc, merci à eux aussi de nous accompagner. Donc, n'ayez pas peur de leur demander un service. On le demande. Après, il est rendu ou il n'est pas rendu. Mais en tout cas, n'hésitez pas parce que là, c'est spectaculaire. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis
coach de vie, thérapeute holistique. Je m'assois parce que sinon je vais être avec le bras tendu pour actionner le clavier, ça va être un peu compliqué. Donc je suis coach de vie, je suis thérapeute holistique, donc globalement ce que vous pouvez retenir, c'est que j'accompagne des personnes dans leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie conjugale, dans leur vie familiale, dans leur vie intime. Je les accompagne dans la compréhension de pourquoi est-ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent, comment vivre mieux, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit la perte d'un travail, que ce soit une transition conjugale, peu importe. Je suis conférencière, ça vous le savez, j'interviens de façon ponctuelle sur certaines radios. Je me suis spécialisée, j'ai eu la chance, je dis la chance parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire comme expérience. Avant de faire ce que je fais, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un service mobile d'urgence et de réanimation, et j'ai compris au fil du temps que la maladie, c'était pas quelque chose c'était pas une fatalité qui nous tombait dessus, c'était pas quelque chose de gravissime comme on pouvait le penser, mais que au contraire c'était un message de notre âme. Et j'ai donc quitté le SAMU pour m'installer en libéral, et je me suis spécialisée dans l'identification des causes d'un blocage, sachant qu'un maxima ça peut être une maladie et qu'un minima ça peut être simplement une sensation, un mal-être. Quoi qu'il en soit, tout a une origine et tout a une intelligence. Parce que bien sûr que la maladie, elle a une origine, elle a des causes, mais il y a vraiment une intelligence derrière les causes. C'est pas, on n'est pas là on souffre pas pour souffrir, on souffre pour grandir. Et ça, c'est quelque chose qui est important à assimiler. J'ai également fondé un centre de formation pour thérapeute holistique de façon à transmettre mes connaissances terrestres acquises et puis mes connaissances célestes, parce que j'apprends, je dirais quasiment plus à travers les échanges que j'ai avec l'au-delà que ce que j'ai pu apprendre dans les différentes écoles que j'ai pu suivre. Et puis je considère que la connaissance, elle est faite pour se transmettre, c'est important. Une connaissance qu'on ne transmet pas, c'est quelque chose de perdu, c'est un bien précieux qui se perd quand on ne le transmet pas. Donc c'est important de transmettre. Et puis j'ai vraiment à cœur, j'ai vraiment cette notion que l'être humain, il est sacré. Et d'ailleurs, si chaque personne savait à quel point on peut être sacré, combien je suis sacré, combien vous êtes sacré, on ne serait plus capable de se faire du mal à soi et de faire du mal à l'autre. Et Dieu sait qu'en ces temps actuels, c'est voilà, avec ce qui se passe actuellement, on peut, donc pour moi l'être humain est sacré, sa prise en charge aussi elle l'est, donc aider à aller bien, ça s'apprend. Et j'ai fondé ce centre parce que beaucoup de personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner me disaient en fin de parcours, quand elles avaient réglé leurs problématiques, me disaient c'est dommage, j'aimais bien ces séances qu'on avait ensemble, je trouve que c'est très agréable et vous faites un métier formidable, qu'est-ce que j'aurais adoré faire ce métier aussi. Et j'avais souvent en face de moi des personnes qui avaient toutes les bases nécessaires pour justement faire ce merveilleux métier qui est d'accompagner les autres. Et c'est là aussi que l'idée m'est venue de fonder ce centre. Alors je vous ai mis la photo de Sainte-Lucie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte Chantal et que j'avais pas envie qu'on s'arrête sur Sainte Chantal, parce que voilà, je ne veux pas paraître quelqu'un d'égocentrique. Je voulais qu'on s'arrête sur Sainte-Lucie. Pourquoi ? Parce que Sainte-Lucie, c'est demain. La Saint-Lucie, c'est demain. Et que chez moi, on souhaite la fête la veille. Et Sainte-Lucie, ça nous renvoie aussi à la fête de la lumière, qui n'a pas vraiment eu lieu la semaine dernière à Lyon, sachant que je suis lyonnaise, à la base. Et j'avais envie d'évoquer Sainte-Lucie aujourd'hui pour qu'elle nous apporte un regard différent, un regard sur nous, un regard sur nos épreuves, un regard sur la vie, un regard sur les autres. Quand je dis les autres, ça va jusqu'aux terroristes, puisqu'on est à fond là-dedans en ce moment. Et vraiment qu'elle nous apporte ce regard et cette lumière, puisque c'est la patronne c'est la sainte en général qu'il faut invoquer quand on a des soucis ophtalmiques, des soucis au niveau des yeux, qu'ils soient réels ou figurés. Donc voilà,
Alors, j'avais prévu de vous en parler un petit peu plus, mais il ne faut pas trop qu'on déborde, et je sais à quel point la séance de médiumnité est importante, et quand je vois le nombre que vous êtes, je me dis qu'il ne faut pas que je mange du temps sur de la médiumnité sur la conférence. Alors, le couple, ça c'est le thème de la conférence de ce jour. Le couple, c'est un vaste sujet. Vous allez voir que moi, c'est compliqué pour moi de vous parler du couple en... On a quoi, au fait? J'allais dire 2 heures, mais on a combien de temps? Comment tu as besoin? 1h15, 1h30? Je me cale sur ce que tu me dis. On peut faire une heure Tu te fais gardien du temps, tu me diras quand on s'approche. Quoi qu'il en soit, c'est court pour en parler parce qu'il y a 1001 choses à dire. Alors le couple, c'est quoi? C'est le couple homme-femme conjugal, c'est le couple frère-sœur, c'est le couple parent-enfant, c'est le couple amical, c'est le couple de voisins, c'est le couple élève-professeur, c'est le couple... Il y a toutes sortes de couples. On va se cantonner là aujourd'hui sur le couple plutôt homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, hein, parce que j'ai pas de souci avec l'homosexualité, mais en tout cas le couple, on va dire conjugal dans le quotidien. Hein. Pourquoi? Parce que dans ma fonction de thérapeute, hein, j'ai cette casquette aussi, je suis spécialisée dans l'accompagnement des couples, hein, et je vois, j'ai quotidiennement des gens qui viennent me consulter pour des problèmes de couple. Donc en couple, ils viennent soit seuls ou en couple, et j'ai de façon quotidienne, et là je mesure mes mots, hein, tout ce que je vous dis c'est vraiment vérifiable, de façon quotidienne, j'ai essentiellement des femmes qui me consultent parce qu'on va retrouver dans mon activité la fameuse loi des 20-80, c'est-à-dire que j'ai 80% de femmes qui me consultent et 20% d'hommes. En tout cas dans les 80% de femmes qui me consultent, il y a encore 80% qui ont des problématiques de couple. Alors, quand je dis problématique de couple, ça peut être je suis mal avec mon conjoint. Ça ne veut pas forcément dire je suis en instance de divorce ou je suis dans une relation difficile, mais c'est je suis pas heureuse avec cette personne à mes côtés. Donc, je pense que c'est un sujet qui vaut le coup d'être exposé, d'être débattu, et j'espère vraiment que ça vous apportera quelque chose en tout cas. Donc, je vous invite à vous poser la question si aujourd'hui vous avez à la limite, peu importe, votre couple, qu'il aille bien ou qu'il aille moyennement ou qu'il aille pas du tout, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose d'inéluctable, est-ce qu'il faut le voir comme quelque chose de négatif, ou au contraire, est-ce que vous pouvez envisager de le voir comme une possibilité d'évoluer? En tout cas, vous commencez à me connaître, hein, pour ceux qui m'ont déjà vu, moi je vous invite plutôt à prendre cette piste-là, plutôt à le voir comme une fabuleuse opportunité d'évolution. Alors, source de conflit, mais également un terrain d'évolution. Source de conflit, pourquoi? Parce que vous allez rapidement le comprendre. Dès l'instant où on a deux entités, deux personnes, deux entités incarnées, on va avoir forcément, enfin souvent en tout cas, deux avis, deux sources de goût, deux sources d'histoire, deux sources de blessures différentes, hein, et qu'à un moment donné, ça va se télescoper. Alors le couple, pour la plupart des gens, souvent quand ils viennent me voir et que je leur demande de me faire une définition du couple, puisqu'il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est pour vous un couple? Alors souvent les gens me disent ah ben un couple pour moi c'est 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, voilà, on veut fusionner, on veut... alors je ne sais pas si pour vous, vous avez une notion, si vous avez déjà essayé de réduire votre couple à une équation, mais en tout cas moi ce que j'ai pu comprendre à travers les gens que j'ai accompagnés, c'est que ça n'est pas ça. Un couple, ça n'est pas 1 + 1 = 1, ça n'est pas 1 + 1 = 2, je le verrais plutôt sous cette forme-là. 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que vous avez une entité masculine d'un côté, une entité féminine. C'est valable pour les couples homosexuels, hein, puisque dans un couple homosexuel, il y a toujours une entité féminine et une entité masculine. Quand je parle d'entité, je fais abstraction du corps physique. Donc, vous avez... Mais là, aujourd'hui, pour rester simple, je vais toujours parler homme-femme, mais vous vous souvenez que ça s'applique aussi aux homosexuels. Donc, vous avez l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Hein. Donc, l'homme une entité, la femme une entité, et le couple, c'est une troisième entité. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que on peut avoir un couple qui va mal et on peut aller bien. Et quand on pense que 1 + 1 = 2 ou 1 + 1 = 1, si le couple va mal, il y a des gens qui
qui s'oblige à aller mal. Parce que le couple va mal, je vais mal. Eh bien non, mon couple peut aller mal, mais moi je peux aller bien. Hein. L'autre peut aller mal, moi je peux aller bien. Hein. Ça c'est important de faire la distinction. Donc si on le voit de la sorte, on peut se dire aussi que le couple, c'est vraiment, quand on a compris comment ça fonctionne, et vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette conférence, ça peut être vu comme une équipe. Une équipe, c'est quoi? C'est on se réunit, au lieu de s'affronter, on s'assemble, on se... j'ai pas le terme sportif. On se... tu sais, en cohésion d'équipe. Hein. On s'assemble, on se lie hein, on forme une équipe, hein, on forme une équipe pour évoluer dans cette incarnation. Alors évidemment, moi je vais développer ce thème par rapport à l'incarnation et puis par rapport à ce qu'il y a avant et après. Alors cette conférence va se diviser en 2 temps. Je vais vous parler du couple terrestre et après je vais vous parler du couple céleste, hein, puisqu'on peut pas, enfin il y a les deux. Hein. Donc, on va démarrer tout de suite par le couple terrestre. Donc, le couple terrestre, en général, qu'est-ce qui se passe? Un homme rencontre une femme rencontre un homme, 2 femmes ou 2 hommes se rencontrent, peu importe. Au départ, qu'est-ce qui se passe? Je généralise. Hein. Au départ, on va avoir une phase love-love. Je dis je généralise parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui se sont rencontrés dans d'autres conditions, ou au contraire, c'était plutôt conflictuel, et puis après, ça a évolué vers quelque chose de plus love-love. Mais en général, de façon générale, les débuts sont plutôt romantiques, plutôt love-love. Alors même si c'est pas exprimé, même si les partenaires ne sont pas démonstratifs, malgré tout, au début, on fait attention. Quand on démarre une relation, on a tendance à montrer le meilleur de soi. On n'arrive pas en déroulant les défauts. Par exemple, la femme va prendre particulièrement soin d'elle. Hein. Je veux dire, enfin les femmes, hein, j'allais dire, on est tout un peu comme ça. Je veux pas trop non plus généraliser, mais voilà, je veux dire, il y a des efforts qu'on fait au début qu'on fait plus après. Hein. J'ai des maîtresses qui viennent me consulter. Vous savez, la maîtresse, quand elle va rejoindre son amant, elle a passé 3 heures dans la salle de bain avant d'aller le rejoindre. Hein. La femme mariée qui va rejoindre son mari le soir au lit, elle passe pas 3 heures dans la salle de bain. C'est un fait. Hein. Donc vous comprenez bien, mesdames, qu'on ne rivalise pas avec les maîtresses. Ou alors, il faut rallonger les journées. Bon, je vous fais un petit peu rire aussi, hein, parce qu'on est là aussi pour ça. Vous savez que là-haut, ils aiment bien nous voir plaisanter. Ce que j'aimerais vous sensibiliser à ce stade de la conférence, hein, au fait que au début, on est dans une phase de projection. C'est-à-dire que je vois quelqu'un, j'ai des rêves, parce que j'ai été élevée d'une certaine façon, parce qu'on vit à une époque, dans une société, dans une famille, enfin il y a plein de paramètres qui m'ont formaté, et que, en fonction de mon formatage, je vais avoir une certaine envie. Et mon envie, quand je rencontre quelqu'un, je vais la projeter exactement comme le vidéoprojecteur projette une image sur cet écran. Eh bien, en début de relation, on projette sur l'autre ce que l'on souhaiterait. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas tel qu'il est, on ne la voit pas telle qu'elle est, on voit l'autre tel qu'on a envie qu'il soit, tel qu'on aimerait qu'il soit. Vous imaginez un petit peu déjà les mauvaises bases de départ, hein, quand on y pense. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que inconsciemment ou consciemment, l'autre le comprend tout de suite, le sait. On le sait au fond de nous. On arrive très rapidement à déceler ce que l'autre aimerait. Et à ce moment-là, on va tout faire pour convenir à l'autre. C'est-à-dire que on va montrer ce que l'on n'est pas au début. C'est-à-dire que quelqu'un de désordonné va tout ranger. Voyez, il va pas arriver en disant attends, de toute façon moi tu sais je suis bordélique. Non, il va ordonner ses affaires. Quelqu'un d'impulsif va se contrôler. Quelqu'un de dépensier va pas dire une femme dépensière, elle va pas arriver en disant à son futur de toute façon moi il faudra jamais laisser la carte bleue parce que moi je te plume. Vous voyez, je veux dire, elle va dire non, moi je suis très raisonnable dans mes achats. Donc au début, on projette sur l'autre ce qu'on aimerait,
et on décèle inconsciemment ou consciemment ce que l'autre aimerait et on rentre dans le moule. Et puis le temps passe et la réalité rattrape. Qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est quoi? C'est les défauts. Vous savez qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts. Hein. Je veux dire, c'est comme ça. Et puis, vous savez que les défauts ont des qualités, que les qualités ont des défauts. Donc, ça fait quand même pas mal de facteurs. Donc, les défauts vont... Parce que si, par exemple, je suis pas ordonnée, eh bien, je peux faire un effort une fois, deux fois, un mois, 2 mois, mais je pourrais pas vivre dans l'effort. L'effort, il ne peut être que ponctuel. Donc, quand on fait des efforts, c'est une question de temps. Avec le temps, on va revenir au naturel. Et à ce moment-là, on est rattrapé par la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça engendre des manques, puisque l'autre, c'est pas ce qu'il voulait. Hein. Et pour le coup, les reproches commencent à arriver. C'est-à-dire que, ah ben oui, mais moi je préfère que la maison soit rangée, tu ranges pas, oui, mais ma chérie, t'inquiète pas, je vais ranger, j'ai compris, j'étais fatiguée cette semaine. Enfin, et là, au lieu de dire, mais tu sais, je t'ai dit que j'étais comme ça, mais en réalité, je suis pas comme ça. En réalité, j'ai une vraie difficulté à être comme je t'ai laissé penser que j'étais. Et bien, du coup, souvent, les gens s'enfoncent parce qu'ils sont dans la peur. Ils ont peur que le couple ne survive pas. Ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur de plein de choses. Et du coup, ils s'enfoncent. Et puis, le quotidien va prendre le dessus. Alors, dans le quotidien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, il se passe cette chose-là. Alors, je vous ai mis quelques petits dessins parce que parfois, je trouve que un petit schéma vaut bien mieux qu'une longue explication. Alors, très rapidement, dans les couples, il y a des discussions qui s'animent assez rapidement. Et le problème dans les discussions, c'est qu'on veut toujours avoir raison. On veut avoir raison. Et quand je dis « on veut avoir raison », l'homme peut-être davantage que la femme, mais pour autant, vous savez qu'on vit à une époque où la femme se masculinise et l'homme se féminise. Donc, pour le coup, avant, c'était plus l'homme qui voulait avoir raison et la femme qui voulait être comprise. Maintenant, c'est un petit peu les deux qui veulent être compris et qui veulent avoir raison. Donc, quoi qu'il en soit, moi, j'aimerais vous sensibiliser au fait que la vérité, c'est quoi? Parce que dans ces cas-là, quand on est en désaccord, on revendique la vérité, on veut la vérité, mais la vérité c'est quoi? Quelle est la définition de la vérité? La vérité de l'un peut être différente de la vérité de l'autre, parce que si vous observez ce schéma, ce dessin, eh bien vous voyez qu'ils ont tous les deux raison. Simplement que l'un est dans sa vérité, l'autre est dans la sienne, et c'est deux angles de vue différents. Donc je vous invite et je vous encourage très vivement, la prochaine fois que vous serez dans une situation de couple, en désaccord, rappelez-vous de ce dessin. Et voilà, essayez de vous dire, peut-être que je pense que j'ai raison, mais peut-être que de son point de vue, elle a raison. Il a raison. Parce que quand on arrive à cette notion, à se dire que je ne suis pas d'accord avec l'autre, mais l'autre, il peut avoir autant raison que moi, à ce moment-là, ça va mieux. Et vous voyez, dans le train, j'étais dans un wagon de 8 personnes, il y avait un couloir, il y avait que des étrangers. Tu sais, quand je t'ai dit au téléphone, il y avait des étrangers autour de moi. Il y avait une Anglaise, il y avait un Thaï, il y avait 3 Kosovars, une Africaine, c'est impressionnant, hein, une Africaine, et l'autre, il était d'origine maghrébine, alors je ne sais pas si c'était Maroc, Algérie ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, l'Africaine, il y a un conflit qui a démarré entre l'Africaine et le Maghrébin. Mais je me suis dit, comment... C'était pile poil, hein. En fait, il jouait de la musique, il écoutait de la musique avec son téléphone, mais elle jouait fort sa musique, on l'entendait. Il l'avait dans les oreilles, mais on l'entendait. Et elle, ça la dérangeait. Donc à un moment donné, elle lui dit, mais baissez votre musique, là, vous nous dérangez. Puis elle lui dit, écoutez, vous pourriez peut-être me le dire autrement. Et puis elle lui dit, et vous pourriez peut-être... Et c'est parti, mais j'ai été impressionnée de voir à quelle vitesse c'est parti. Et moi, je les écoutais, je trouvais qu'ils avaient tous les deux raison, hein. Ils avaient tous les deux raison. Alors, ça allait très très loin parce que lui dit mais vous n'êtes pas tolérante, et puis elle lui dit mais vous n'êtes pas respectueux, et le discours tenait la route. C'était super intéressant. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de leur dérouler ma conférence, de leur dire mais je pense qu'on peut s'entendre. Et finalement, ça s'est bien terminé parce que il a été très très pertinent, ce jeune homme. Il était jeune.
Il avait aux alentours de 20 ans, elle avait aux alentours de 50 ans. Il lui a dit mais vous vous prenez pour qui aujourd'hui, comment il lui a dit ça? Aujourd'hui, imposer les choses aux autres, ce n'est plus d'actualité. Ne me prenez pas comme si j'étais un gamin idiot et cervelé. Je parle 4 langues et je peux comprendre que ma musique vous dérange, mais la façon dont vous me le demandez ne me convient pas. Et en fait, il a super bien rattrapé le truc. Mais voilà, de l'extérieur, moi qui observais, je trouvais qu'elle n'avait pas tort et que lui non plus n'avait pas tort. Donc, si à un moment donné, tous les deux, ils auraient pu éviter de se disputer, hein, parce qu'à un moment donné, il y a tout le monde qui s'est rassemblé, alors ça fait tout de suite peur, hein, quand le ton monte et que les gens se rassemblent sur les entrefaits, il y a le contrôleur qui est arrivé, évidemment, il se faisait agresser parce qu'il y avait le retard, enfin bref, il y avait de l'ambiance. Donc, rappelez-vous de ça, hein, quand je suis en désaccord avec quelqu'un, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir raison ou être en paix? Hein, c'est la question à se poser. Est-ce que le fait d'obtenir raison, c'est plus important que le fait de rester en paix, d'être en paix? Alors, dans le couple terrestre, là on est vraiment sur le terrestre, on n'est pas encore dans le céleste, hein, il y a des différences. Les hommes et les femmes sont extrêmement différents. Alors, physiquement, hein, on a des différences physiques, hein, mais comportementales aussi. Alors, pour vous donner quelques exemples dans les différences physiques, on va prendre la peau. Hein, la peau d'un homme est bien plus épaisse que la peau d'une femme. Alors, on va me dire, oui, bon, enfin, Chantal, on n'est pas venu écouter ce genre de détails aujourd'hui dans cette conférence, c'est pas très spirituel. Eh bien si, c'est spirituel et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est dans un couple intime, qui dit intime, dit intimité. Qui dit intimité, dit caresse. Qui dit caresse, quand on a la peau plus épaisse ou plus fine, on les perçoit pas du tout de la même façon. Et moi, quand je reçois les dames je vois un monsieur qui se marre là, au fond. Quand on est dans des situations intimes, le même geste peut engendrer des sensations complètement différentes. Parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Donc ça, c'est important de le pointer. On va parler des muscles, par exemple. L'homme, il va avoir une masse musculaire beaucoup plus développée que la femme. Ce qui fait que, voilà, ils ont le même menu à table, d'accord? Alors, je dis les muscles et la graisse. Hein. La femme, elle va avoir tendance à stocker la graisse parce qu'elle a une masse graisseuse beaucoup plus développée que l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça, c'est des programmations de survie. Hein. Il faut remonter à l'époque de Cro-Magnon. À l'époque de Cro-Magnon, il n'y avait pas de Super U, il n'y avait pas de Leclerc ou de Casino pour aller faire ses courses. Il y avait que ce qu'il y avait autour. Et ce qu'il y avait autour, c'était quoi? C'était tout ce qui pouvait se cueillir, parce qu'il n'y avait pas encore la culture. Hein. L'homme, à l'époque de Cro-Magnon, il ne cultivait pas. Donc, pour se nourrir, c'était soit la chasse, soit la cueillette. La cueillette, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas toute l'année. Hein. C'est en fonction des saisons, hein. En fonction des situations géographiques, ça pouvait être un petit peu long. Donc, la chasse et la cueillette. Et c'était déjà à cette époque-là, c'était déjà la femme qui portait la vie, c'était la femme qui portait l'enfant. Donc, la femme, elle était dans la grotte, elle avait l'enfant, où elle l'attendait, et puis au moment de la chasse, puisque quand il n'y avait plus rien à manger sur les arbres ou sur les baies, des trucs comme ça, au moment de la cueillette, c'était la chasse qui leur permettait de rester, de survivre, de s'alimenter. Et bien à ce moment-là, l'homme partait chasser, la femme restait dans la grotte. Et parfois l'homme ne revenait pas. Il ne revenait pas parce qu'il avait chuté dans un ravin, parce que le mammouth l'avait eu avant que lui il ait le mammouth, parce qu'il s'était fait attaquer par une tribu d'à côté, enfin peu importe, parfois il ne revenait pas. Donc il fallait que la femme, elle puisse tenir jusqu'à la prochaine saison des cueillettes, d'accord? Et puis il fallait surtout qu'elle puisse continuer de nourrir l'enfant. Pourquoi continuer de nourrir l'enfant? Pas parce qu'elle était super extra-maternelle, mais parce que c'était la survie. C'est grâce à ça qu'on est en vie, qu'on est ici, là et maintenant. Donc, ça vous aide à comprendre pourquoi le corps de la femme a une masse graisseuse bien supérieure à celle de l'homme, et pourquoi l'homme, il a une masse musculaire bien plus développée, parce que lui, quand il s'éloignait de la grotte, il partait, il fallait revenir, puis il fallait porter le gibier en plus. Il fallait ramener le mammouth. Donc, alors, quelle est l'incidence que ça a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des restes de ça. On a toujours une masse graisseuse supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, à table, vous avez l'homme qui est en face de la femme, ils mangent la même chose. Sauf que, d'un point de vue au niveau du métabolisme, ça
ça ne se passe pas de la même façon. Et au bout d'un certain moment, on entend le mari qui dit à la femme, t'as pas un petit peu grossi là, toi, hein? Puis la femme qui forcément le vit mal, qui lui dit oui, mais enfin quand même. Alors lui, à ce moment-là, dans son corps svelte, il va dire oui, mais t'as qu'à faire comme moi. Ah ouais, et t'as fait quoi, toi? Ben, j'ai chassé il y a 30 millions d'années. Voilà, hein, tout ça pour... bien sûr que vous mettez un homme au régime, il perd 5 kilos dans la semaine. Vous mettez une femme au régime, elle en prend 5 dans la semaine. Parce qu'elle déclenche le processus de survie. Donc, messieurs, il faut le savoir. Mesdames aussi. Les hormones également. Hein. Vous savez qu'on a un système hormonal qui est complètement différent. Et de ce fait, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Ne serait-ce que sexuellement parlant. Hein. Donc là encore, je reviens sur l'intimité parce que c'est un sujet qui est très présent dans les consultations, hein, l'intimité, parce que quand vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe bien, vous avez des atomes crochus, vous avez des points communs, la personne vous plaît, on a envie de construire ensemble, on a envie de vieillir ensemble, et ça coince au niveau de la sexualité. Et pourtant, la sexualité, c'est un point très important. Donc c'est souvent un motif de consultation en thérapie de couple. C'est souvent un motif de consultation parce que ça engendre de grosses frustrations. Autant chez la femme que chez l'homme. La femme, elle a peur d'être trompée. Hein, elle sait bien que si elle ne donne pas à monsieur ce qu'il attend, il risque d'aller le chercher ailleurs. Hein. L'homme, quand c'est de son côté, ça peut être extrêmement perturbant puisque l'homme son estime de lui passe par là aussi. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est un point qui n'est pas à négliger. Donc ça, c'était pour les différences physiques. Je pourrais m'attarder plus longtemps sur les différences physiques, mais c'est pas le but de la conférence. Hein. Je balaie cet aspect-là. Alors après, dans les différences comportementales, hein, c'est pareil. Il y a plein de différences comportementales. Je vous donne celles qui vont c'est celles qu'on va retenir hein, et qui vont poser le plus de problèmes dans une journée. Un homme va définir son degré de compétence, son estime de lui par rapport à son niveau de compétence. C'est-à-dire que s'il se sent compétent, il va s'estimer lui-même. D'accord ? Alors qu'une femme, elle va s'estimer si elle est en phase avec son propre ressenti. Et ça, c'est complètement différent. Alors, je vais vous donner je vais vous donner un exemple hein, pour que vous compreniez bien la différence. Je fais la route, je décide j'invite Pascal et François chez moi, ils font la route avec la petite fille, ils arrivent, il fait chaud, c'est l'été, ils ont roulé 5 heures, hein, et quand ils arrivent, si je suis accompagnée d'un monsieur, on les accueille ensemble, le monsieur va tout de suite se diriger vers François et lui dire t'as mis combien de temps? Moi, je vais tout de suite me diriger vers Pascal en lui disant ça va, ça n'a pas été trop long, la petite a pas pleuré, vous avez dû avoir chaud, vous voulez boire quelque chose. Et là, le monsieur, il aura déjà fait 4 fois le tour de la voiture de François pour voir quelle largeur, quel pneu il a, quelle est la largeur des jantes, etc., etc. Je caricature. Mais ça ressemble assez à ça. Hein. Vous avez évidemment, j'ai oublié de vous le dire, hein, je ne détiens aucune vérité. Vous avez bien évidemment le droit de ne pas être d'accord, mais globalement, même si je suis dans la caricature, ça ressemble à ça. Alors, voilà, c'est simplement, ça sert à rien que l'homme reproche à la femme de se comporter comme ça sert à rien que la femme reproche à l'homme de se comporter comme ça. C'est des caractéristiques comportementales de base. Alors par exemple, la femme, elle va être plutôt multitâche et l'homme va être plutôt séquentiel. Multitâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable de faire plusieurs choses à la fois. Séquentiel, ça veut dire je fais une chose et après j'en fais une autre, mais j'en fais pas deux en même temps. Alors, j'anime des séminaires sur les couples et je me marre beaucoup quand j'anime ces séminaires et que je donne cet exemple, quand je parle de ça. Les messieurs, généralement, se redressent droit sur leur chaise et me disent « Oui, bien sûr, elle fait 36 choses, mais il n'y en a aucune qui est bien faite. » Alors, je leur dis « Écoutez, moi, je ne vis pas avec vous, donc je ne me mouille pas. » Mais c'est vrai que la femme, elle est capable de penser à sa liste de courses, d'essuyer la table en même temps, d'écouter la météo qui passe à la télévision, de parler avec la copine au téléphone, de parler au mari en même temps. Voilà. L'homme, s'il fait cuire les pâtes, il va être à côté de la casserole et il va remuer les pâtes et il fait cuire les pâtes. Si le téléphone sonne, déjà là, ça se complique.
Je vais me faire détester par les messieurs. Non, que ça passe. Alors, en général, à ce moment-là, s'ils sont attentifs, s'ils ne sont pas en train de faire la sieste, ils me disent oui, mais nous, au moins, les pâtes, elles sont toujours là, il y a encore de l'eau à la fin de la cuisson, et on mange. Quand c'est la femme qui fait cuire les pâtes, il n'y a plus d'eau, les pâtes sont cramées, parce que comme elle faisait 36 choses en même temps, elle a oublié que les pâtes étaient sur le feu. C'est pas faux non plus. Toujours dans les différences comportementales, la femme, elle a plutôt une vision grand angle et l'homme, il a plutôt une vision téléobjectif. Rappelez-vous que toutes ces différences, elles prennent racine dans les programmations de survie depuis la préhistoire. Hein. C'est-à-dire que l'homme, quand il partait chasser, il fallait vraiment qu'il vise le gibier. Hein. La femme, elle, quand elle restait à la grotte, il fallait qu'elle ait l'œil qui balait un petit peu autour d'elle pour surveiller le danger qui arrivait. D'accord ? Donc, ce qui fait que quand un homme rentre dans la salle, à cet instant, il va voir la première tête qu'il connaît, il va aller vers elle, il va aller lui dire bonjour. Il aura vu que cette personne-là. Si vous lui dites dans une heure, t'as vu que c'est qu'il y avait ? Ah ben non. Il aura vu que la personne qu'il a vue en premier. Une femme, elle rentre dans la salle, elle balaye toute la salle, et en une fraction de seconde, elle a tout vu. Elle a vu que les rideaux, ils avaient changé les rideaux, elle a vu qu'il y avait telle personne à tel endroit, parce que son regard a balayé. D'accord ? Donc souvent, que ce soit dans les sketchs, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les séances ou dans les séminaires, c'est vraiment des choses que j'entends. Oui, mais il voit rien, il n'a pas vu. Alors par exemple, là dans un couloir, il a raté parce qu'il n'a pas vu, et les femmes me donnent des exemples comme ça. Alors je souris, je leur dis, mais c'est pas qu'il ne l'a pas vu, c'est que voilà, il a une vision téléobjectif. Donc ça sert à rien de le reprocher. Face à un problème également, quand un homme a un problème, il va avoir une réaction complètement différente d'une femme. Une femme, quand elle a un problème, dans le quart d'heure qui suit, il y a au moins 3 personnes qui sont au courant. Alors, si elle a le problème au travail, il y a la collègue de travail. Si c'est à la maison, il y a la voisine, il y a la copine, il y a la mère, il y a la sœur, il y a la... Une femme, quand elle a un problème, elle a besoin de parler de son problème. C'est comme ça. C'est vital pour la femme de parler de son problème. Un homme, lui, quand il a un problème, il ne faut surtout pas qu'on le sache. Donc lui, il ferme. Il va se fermer, il va se retirer et il va se mettre en mode réflexion pour trouver la solution de son problème. Parce que demander la solution à quelqu'un d'autre, c'est reconnaître son incompétence. Et ça, c'est compliqué pour un homme. D'accord ? Alors, on va prendre un exemple tout bête. Hein. Aujourd'hui, il y a les GPS, on le rencontre de moins en moins, ce problème-là. Mais un homme et une femme sont sur la route. Hein. Ils sont un petit peu perdus. La femme, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lui dire, baisse ta vite, demande aux passants. Non. S'il doit demander éventuellement au policier que là-bas, mais sûrement pas au passant. Le passant, il ne peut pas être plus compétent que lui dans la matière. Hein. Et puis, il ne va pas non plus s'avouer vaincu si facilement. Il va préférer tourner en rond, faire 3 fois le tour de la ville s'il le faut, mais il trouvera par lui-même. Alors que la femme, elle ne va pas envisager de perdre du temps, de faire 3 fois le tour de la ville. Elle va s'arrêter tout de suite en disant, est-ce que vous pouvez m'indiquer où est tel endroit ? Vous comprenez ? Quand une femme a un problème, pourquoi elle a besoin d'en parler ? Elle n'a pas besoin d'en parler parce que les hommes pensent qu'elle a besoin d'en parler pour étaler ses problèmes. Lui ne veut pas qu'on sache qu'il a un problème. Et quand il sait... Alors, vous imaginez quand c'est un problème de couple, la catastrophe, le drame que l'homme vit. Quand madame a un problème de couple, si elle va en parler à tout le monde, alors que lui, il ne veut pas... Alors, ce qu'il faut que les hommes comprennent, c'est que la femme, elle a besoin de parler de son problème, pas pour qu'on lui donne une solution, mais parce que c'est en parlant du problème qu'elle va cheminer vers la solution. Plus je vais parler de mon problème, plus je vais me rapprocher de la solution de mon problème. Donc, messieurs, quand vos dames ont un problème, écoutez-les. Et je dis bien écoutez-les. Je ne vous dis pas donnez-leur la solution. Parce que comme une femme a besoin de parler de son problème, et qu'en général, quand elle est mariée, ma foi, elle ne vit plus avec sa mère, elle ne vit plus avec sa sœur, elle ne vit pas avec une copine. Donc, quand la personne la plus proche, c'est le mari. Donc, elle aura tendance à parler de son problème à son mari. Qu'est-ce que le mari va faire ? Elle n'aura pas eu le temps d'exposer en totalité son problème, que le mari lui aura déjà proposé une solution. Le problème, c'est que la solution de monsieur ne sera jamais la solution de madame. Hein ? Et puis, elle ne cherche pas une solution.
Donc, messieurs, abstenez-vous de proposer des solutions à mesdames. Et mesdames, soyez tolérantes, vous savez qu'ils ont besoin de proposer des solutions. Mais quand on explique ça aux gens, ça peut changer considérablement les choses. Le fait de le savoir. Au niveau du langage également, les hommes et les femmes ne s'expriment pas de la même façon. Alors, on a un vocabulaire commun, les mots sont exactement les mêmes, sauf qu'ils n'ont pas du tout le même sens. Hein. L'homme, il va être très concret. La femme, elle va s'exprimer de façon émotionnelle. Par exemple, la femme traverse la ville heure de pointe, il faut 20 minutes pour traverser la ville. Elle va rentrer, elle va dire « Oh là là, il y avait des embouteillages, c'était infernal, j'ai mis 2 heures pour rentrer. » Et là, l'homme va la regarder, il va regarder sa montre, il va lui dire « T'es encore en train d'exagérer. Tu m'as appelé il y a 20 minutes, t'as mis 24 minutes pour rentrer, t'as pas mis 2 heures. » Et oui, parce que pour lui, 24 minutes, c'est pas 23, c'est pas 26. Hein. Et pour elle, elles sont fous qu'elle ait mis 24 minutes. Elle a eu l'impression de mettre 2 heures. Vous voyez ? C'est exactement comme quand elle est devant sa garde-robe le matin. Une femme est capable d'être devant sa garde-robe le matin et de se dire « Oh là là, j'ai rien à mettre. » Je précise devant une garde-robe de dame. Hein. Donc, c'est pas la peine que je précise qu'une garde-robe de dame, ça déborde automatiquement. Il y a plein de choses dans une garde-robe de dame. Si son mari ou son amoureux ou son conjoint passe derrière elle à ce moment-là et qu'il l'entend dire « J'ai rien à me mettre », là, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il y a 25 robes, il y a 30 pantalons, il y a 15 pulls, il y a... Comment elle peut dire qu'elle n'a rien à mettre? En fait, elle dit ça parce que... Et je vois des gens de tous âges qui sourient, ça me fait plaisir. Alors, ça ne veut pas dire « je n'ai aucun vêtement à porter ». Ça veut dire « je n'ai rien sous les yeux qui corresponde à comment je me sens aujourd'hui ». Et ça, si on ne leur explique pas, messieurs, ils ne peuvent pas le deviner. Vous voyez? C'est exactement comme quand madame est devant le miroir. Hein. Madame, elle est capable d'être devant le miroir, hein, et de refaire son portrait, elle est capable de se dire « Oh non, je suis une grosse vache ». Je suis pas un boudin aujourd'hui, je suis une grosse vache. Ça déborde de tous les côtés, c'est lamentable, c'est terrible. Est-ce que vous êtes capable de vous dire ça dans le miroir, mesdames? J'exagère pas. Par contre, de la même façon que vous êtes capable de vous dire ça, comment vivriez-vous le fait que votre mari vous dise « Oh purée, on dirait une grosse vache ce matin ». Ça passerait pas du tout. Donc, messieurs, même s'ils sont capables de se dire certaines choses, évitez-vous de leur dire ne serait-ce que la moitié. Alors, quand elle vous dit, quand vous l'entendez dire « Oh là là, je suis horrible, je suis un monstre, je suis gros, je suis ci, je suis ça », évitez de leur dire « Mais non, ma chérie, t'es magnifique ». Parce qu'à ce moment-là, elles ne peuvent pas l'entendre. Il y a qu'elles qui peuvent décider si elles sont magnifiques ou pas. Donc, vous avez le droit de la trouver magnifique, mais dans ces cas-là, il vaut mieux ne rien dire et la prendre dans vos bras. Vous n'aimez pas prendre des risques, messieurs. J'ai une bonne nouvelle. Le meilleur moyen de ne pas prendre de risques, c'est de vous taire. Donc, dans ces cas-là, vous ne dites rien, vous la prenez dans vos bras. Et à ce moment-là, ça l'aidera. Attention, je me fais payer après hein, pour tout ce que je vous donne. Hein. Je me suis dit, yes. Sans blague, si on nous livrait un mode d'emploi en même temps que le mariage, ce serait quand même, ça nous aiderait. Hein. Dans un séminaire, un jour, il y a un monsieur, il allait se marier. C'était le 4e mariage, il avait divorcé 3 fois. Il avait une 50aine d'années, de bonne foi. Hein, c'était quelqu'un, voilà, il n'était pas tordu, il était chef d'entreprise, il était très bien. Et quand il a suivi le séminaire à la fin, dans le retour, je leur demande avec quoi vous repartez de cette journée de formation, comment vous vous sentez, tout ça. Et il me dit, bah, écoutez, moi je repars. D'un côté, je suis ravie parce que j'ai appris des choses extraordinaires. Puis d'un autre côté, je me dis que si j'avais eu accès à ça il y a 20 ans, eh bien, je serais sûrement toujours mariée avec ma première femme. Alors, on s'est tous regardé celle qu'il allait épouser. Mais elle a eu l'intelligence de se dire que ben, c'était chouette qu'il ait accès à ça avant de se marier avec elle. Hein. Alors, il est vrai qu'on sait lire et écrire parce qu'on a appris,
Il y a plein de choses, si on ne nous les apprend pas, on ne peut pas les deviner. Ou alors on peut, à force, parce qu'on observe, parce qu'on a envie, parce que on va y passer des années, quoi. Que là, en sachant ça, ça peut absolument tout changer. Donc, les hommes également, les femmes, en début de couple, hein, quelle que soit la durée du couple, en début de couple, elles sont très, rappelez-vous, elles ont archaïquement, elles vivaient dans la grotte, donc l'intérieur, il est important. Si elles sont dans leur féminin, la maison, l'intérieur, c'est important. Elles aiment bien avoir leur joli canapé, leur joli ci, leur joli ça. L'homme, du moment qu'on s'assoit, il est délavé, bah, c'est pas si grave que ça. Du moment que la télé est toujours en face, voilà, hein, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, de toutes les façons, les vendeurs de canapés le savent fort bien. C'est la femme qui choisit, c'est la femme qui décide. C'est l'homme qui paye, mais c'est la femme qui choisit. La femme, elle a besoin de renouveler son intérieur. Elle a besoin de changer, elle a besoin de changement. L'homme, lui, il est plus routinier, en dehors du véhicule. Que la femme, elle, la voiture, qu'elle soit verte, qu'elle soit bleue, qu'elle ait des jantes 36 pouces ou non, c'est plutôt 15. Hein. C'est plutôt, je ne sais pas combien, peu importe. Donc, voilà, retenez que l'homme n'a pas autant besoin de changement que la femme. La femme a besoin de changement. Donc, messieurs, vous n'en avez pas besoin, mais prenez en compte que mesdames en ont besoin. Et puis, pareil pour la voiture. Vous n'avez pas besoin qu'il change de voiture, mais vous savez combien ça peut être important pour lui. Donc, c'est des compromis. C'est je comprends l'autre qui me comprend. De ce fait, on fonctionne mieux ensemble. Hein. Par rapport à l'attention qu'on peut porter à autrui aussi, la femme, elle va être naturellement, spontanément centrée sur l'autre. C'est comme ça. C'est dans son fonctionnement. Alors que l'homme va être spontanément, naturellement centré sur lui. Alors, Madame dit égoïste. Moi, je dirais pas égoïste parce que je ne veux pas prendre le risque de tomber dans le jugement. On ne va pas parler d'égoïsme, on va parler d'ouverture aux autres et de centrage sur soi. La femme est centrée sur les autres, l'homme est centré sur lui. Après, la femme, elle a ce travail à faire, de se recentrer sur elle, et l'homme, il a le travail de se centrer sur les autres. Donc c'est aussi ça, c'est que il ne faut pas oublier une chose, c'est que on est différents, mais différent, ça ne veut pas dire incompatible, ça veut dire complémentaire. Et c'est aussi en observant l'autre que je vais pouvoir mesurer certaines choses qui me manquent ou qui me restent à parcourir. Hein. Donc, mais pour autant, par exemple, on est en train de regarder la télé, on est en train de faire quelque chose, une femme, elle a soif, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle propose à boire à tout le monde. Tu veux boire quelque chose, chérie? Vous voulez boire quelque chose? C'est elle qui a soif. Hein. Elle va servir tout le monde, elle va peut-être même oublier de se servir. Un homme a soif, il se lève, il se sert, il boit. Et là, en général, sa femme le regarde en lui disant « Et nous ?» Je caricature, mais... Simple, efficace. Direct. Donc voilà, mesdames, vous savez qu'il vous faut vous recentrer un peu plus sur vous. Et messieurs, vous savez qu'il faut vous ouvrir un peu plus sur les autres. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. L'homme a tendance à fonctionner de façon individuelle, la femme a tendance à fonctionner de façon collective. C'est-à-dire qu'une femme, on va retrouver ce fonctionnement-là au niveau professionnel. Au niveau professionnel, une femme, elle peut avoir, ce qui va l'épanouir, c'est pas d'avoir un super poste, être chef de parti, directeur d'entreprise et tout, c'est pas ce qui va l'éclater la femme. La femme, ce qui va l'éclater, c'est d'être au sein d'un groupe, hein. C'est d'être dans le partage, hein. C'est d'être... l'homme, lui, il va préférer être au-dessus de la pyramide plutôt qu'en bas, au milieu de tout le monde. C'est, voilà, collectif, individuel, en grande partie. Je vous disais que... Je vous disais que les mots sont les mêmes, mais ils n'ont pas le même sens. Hein. C'était pour illustrer ça. Hein. Chérie, tu peux me passer l'aspirateur? Tiens, chérie, voilà. On rigole, mais si vous saviez le nombre de malentendus et le nombre de divorces qui découlent de cette mauvaise compréhension. La plupart du temps, les gens qui se séparent, ils auraient pu ne pas se séparer s'ils avaient su tout ce qu'idéalement faudrait savoir.
Alors, les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, je vous ai parlé des différences, là je vous parle des besoins. Il y a les besoins féminins, il y a les besoins masculins. Une femme, pour aller bien, et ça, messieurs, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier, mais une femme, pour aller bien, elle a besoin qu'on ait des attentions pour elle. Mais qu'on ait des attentions pour elle en permanence. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une grosse attention un jour, et puis plus rien pendant 10 ans. Hein. Encore l'exemple d'un monsieur qui me disait, oui, mais je lui ai offert une bague à je ne sais pas combien de milliers d'euros il y a 10 ans. Oui, mais c'était il y a 10 ans. Oui, mais je ne peux pas lui offrir une bague à tant de milliers d'euros tous les jours. Mais on ne vous demande pas une bague à des milliers d'euros tous les jours. Hein. Une attention, ça peut être une fleur cueillie dans les champs ou sur le gazon à l'entrée de la porte. Hein. Une attention, c'est je te tire la chaise. Une attention, c'est j'ai été faire les courses, j'ai pensé à prendre... Non, je te tire pas la chaise avant que tu t'assoies. Voilà, la femme, elle a besoin, pour se sentir aimée, et donc, enfin, elle a besoin, pour aller bien, de se sentir aimée. Et pour se sentir aimée, elle a besoin d'attention, d'écoute et de compréhension et de respect. Donc, si vous écoutez votre femme, si vous avez des attentions pour elle, des attentions régulières, de temps en temps des grosses, de temps en temps des petites, alors après vous avez les spécialistes du couple qui sont très connus comme John Gray ou Paul de Vendre, John Gray aux États-Unis, Paul de Vendre en France, ils vous disent, ils vous donnent plein d'exemples. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à lire Mars et Vénus. Il y en a toute une série. Mais par exemple, ils vous disent, savez-vous pourquoi, messieurs, il vaut mieux offrir un bouquet de fleurs fraîches coupé à une femme plutôt qu'un bouquet en plastique. J'adore les réactions des gens. C'est vrai, après tout. Pourquoi vous offrirez pas plutôt un bouquet de fleurs en plastique comme ça, ils en ont pour 10 ans plutôt que toutes les semaines. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi, messieurs? Il vaut mieux offrir un bouquet de fleurs fraîches. Parce qu'on est obligé de le renouveler. Ça veut dire qu'il y aura de l'attention qui va revenir. Les messieurs ont un raisonnement intelligent. Ils me disent, mais enfin Chantal, ça sert à quoi d'acheter un bouquet de fleurs quand on sait que 4 jours après, il est à la poubelle? Autant mettre le billet de 10 € dans la poubelle. Ça sert à quoi? Eh bien, c'est justement parce qu'il finit dans la poubelle qu'il a une importance, ce bouquet. Parce que vous avez fait ça pour elle. Vous avez sacrifié votre billet de 10 €. Vous avez fait ça pour elle. Et puis les fleurs, archaïquement, c'est quand même... voilà, il y a toujours une part de romantisme. Et puis la fleur, c'est la vie, etc., etc. Il y a tout un symbolisme derrière. Mais il vaut mieux, effectivement, offrir un bouquet de fleurs fraîches qu'un bouquet de fleurs en plastique. Et puis, messieurs, évitez de prendre la carte fidélité. Enfin, vous pouvez le faire, mais faites-le discrètement, c'est pas la peine qu'elle le sache. Évitez de prendre une carte fidélité au jardin des fleurs et lui offrir tous les samedis à 10 h du matin, sortant du marché, le même bouquet de fleurs, parce que celui-ci, il n'a plus de valeur. Hein. Il n'a plus de valeur. Si vous le faites de façon automatique, il n'a plus de valeur. Donc ça, c'est pour les femmes. Les attentions régulières, la compréhension et le respect. La femme va se sentir respectée quand elle se sent comprise et quand elle se sent écoutée. D'accord? Donc quand elle vous dit « Oui, tu comprends, j'en ai marre, ma collègue de bureau, elle a encore dit ça, ou ma belle-sœur, ou ta mère. » L'idée, c'est de laisser-la parler. Laissez-la parler, parce que si vous l'interrompez, vous en avez pour 3 jours. Quand c'est pas 20 ans. Si vous la laissez parler, vous en avez pour 20 minutes. Donc c'est à vous de voir. 20 ans ou 20 minutes. Je me souviens d'un couple, quand je donne des séminaires je les appelle hommes-femmes mode d'emploi. Et quand je donne ce type de séminaire, il y a toutes sortes de couples. Donc je me souviens d'un groupe, une fois, il y avait le monsieur était directeur d'hôpital et sa femme était juge. Il y avait une orthophoniste et puis un ascensoriste. Il y avait, enfin voilà, c'est des couples très différents. Et les deux là dont je vais vous parler, je ne sais plus ce qu'ils faisaient dans la vie. Ils étaient tous les deux des anciens élèves d'HEC, donc ça vous donne une idée. C'est quand même des gens instruits, intelligents. Ils avaient, leur 3e fille avait 27 ans, donc ils avaient à peu près une trentaine d'années de mariage. Et à un moment donné, la femme lui sort
lui sort le reproche habituel en lui disant, enfin elle nous dit à nous, au groupe, elle dit, oui mais moi de toutes les façons, quand j'ai accouché, donc elle parlait de sa dernière fille, quand j'ai accouché de Stéphanie, la sage-femme elle était odieuse, elle m'a expédiée, et lui il a rien dit. 27 ans après, il se le prenait encore dans les dents. Et là il la regarde et lui dit, mais tu vas pas encore me la ressortir celle-là. Elle le regarde, elle regarde tout le monde, elle dit, vous vous rendez compte comment elle parle? Il ne lui avait jamais dit qu'il regrettait, qu'il comprenait qu'elle l'ait mal vécu. Il avait, si vous voulez, il n'était jamais revenu dessus. Il suffisait, elle attendait qu'il lui dise, c'est vrai que j'aurais dû, mais j'ai pas su faire, c'est vrai qu'elle s'est mal comportée, ma pauvre, enfin bref. Eh bien elle était tout le temps en train d'attendre ça. Vous vous rendez compte? Et à chaque scène, alors ce que j'ai pu observer, c'est que les scènes de ménage, elles démarrent toujours de la même façon, chez tout le monde. Que ce soit, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'instruction, quel que soit l'âge, que ce soit un vieux couple, un jeune couple, que ce soit, alors à savoir que dans les vieux couples, il y en a 2 fois plus, c'est-à-dire qu'elles en ramènent 2 fois plus. Hein. C'est-à-dire qu'un couple qui vient de se créer, ça fait 2 semaines qu'ils sont ensemble, monsieur va avec ses copains, il prend une cuite, il rentre, bon, bah, évidemment, voilà, elle a un truc à lui reprocher. Donc, prochaine ou première dispute, elle va lui reprocher ça. Et au fur et à mesure, elle va lui reprocher toutes les autres. Hein. Quand vous avez 50 ans de mariage ou 40 ans de mariage, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a. Hein. Donc, elles retiennent les gros trucs. Hein. Mais n'empêche qu'à chaque fois, les disputes durent de plus en plus longtemps. Alors, on a parlé des besoins fondamentaux de la dame, on va parler des besoins fondamentaux des messieurs. Monsieur, mesdames, elles ont besoin que vous leur fassiez confiance. Et le problème des dames, c'est que souvent, elles ne font pas confiance aux messieurs. Hein. Quand on leur demande quelque chose, souvent, on est derrière. On est derrière, oui, non, mais pas comme ça. Non, il faut qu'on apprenne à leur faire confiance, parce que la confiance qu'on peut leur attribuer, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux, parce que c'est ce qui va leur permettre de pouvoir justement être bons dans ce qu'ils ont à faire. Ils ont également besoin qu'on les apprécie tels qu'ils sont, qu'on les accepte tels qu'ils sont. Mais quand je dis qu'on les apprécie tels qu'ils sont, c'est que la femme, avant d'être une femme, c'était une petite fille. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jouait à la poupée, elle rhabillait la poupée, enfin bref, elle refaisait le monde. Et une femme, c'est qu'une petite fille qui a vieilli. Et quand une femme rencontre un homme, et même après qu'elle l'ait rencontré, hein, elle a toujours tendance à vouloir l'habiller. Ça, c'est la première chose. Vous avez un copain, d'accord, il a un style, il est célibataire, vous le croisez dans la rue, il a changé de style vestimentaire, vous n'avez pas besoin d'être médium, vous lui dites, toi, t'as rencontré quelqu'un. Vous le savez tout de suite, il est plus habillé de la même façon. Elle l'a relooké, c'est la première chose que les dames font. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les dames ont plus de goût que les messieurs, je ne me permettrai pas. Mais, enfin voilà, après, c'est des différences. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, n'allez pas lui dire, écoute, voilà, tu me plais, j'ai envie de construire une histoire avec toi, il va falloir que tu repasses au relooking, parce que ça, je peux pas. Donc, peut-être mieux lui dire, moi, je trouve que le rouge te va particulièrement bien. Vous voyez, il y a une façon de dire les choses. Ils ont également, l'homme, il a également besoin de savoir que ce qu'il est et ce qu'il fait est apprécié. Mais quand je dis apprécié, il a presque besoin d'un bon point, monsieur. C'est-à-dire que vous, mesdames, vous levez le matin, vous faites 36 choses, hein, l'aspirateur, les courses, le ménage, les poubelles, les enfants, la cuisine, etc., etc. Vous attendez pas qu'on vous dise ah merci d'avoir fait le lit, ma chérie, ce matin. Hein, combien de messieurs disent qui c'est qui fait le lit chez vous? C'est la femme ou l'homme? Ensemble. Ça, c'est super. Ça, c'est bien. Ça, c'est le couple de demain. Ah ouais, c'est bien ensemble. C'est bon pour le dos en plus. Puis vous allez 2 fois plus vite, vous ne courez pas autour. Hein. Bon, dans le cas où c'est madame qui fait le lit, est-ce que messieurs, vous remerciez madame d'avoir fait le lit? Non, ça ne vous vient pas à l'esprit. Est-ce que madame, vous attendez qu'il vous remercie? Pas plus non plus. Vous n'avez rien à faire, vous l'avez fait parce qu'il était à faire et que c'est très bien comme ça et que c'est important pour vous. Par contre, hein, si un jour vous ne pouvez pas le faire, le lit, et que ce jour-là, le monsieur va le faire, il va attendre que vous le remarquiez, voire même que vous le remerciez.
parce que c'est leur fonctionnement, c'est comme ça. La femme, elle a besoin d'attention, le monsieur, il a besoin d'appréciation. On ne les changera pas, et l'idée, c'est pas de changer, puisque ce qui nous attire, c'est nos complémentarités. Les différences sont complémentaires. Donc l'idée, c'est pas de changer, c'est de savoir comment l'autre fonctionne, de façon à pouvoir se caler, de façon à pouvoir arrêter de lui reprocher ce qu'il ne peut pas faire. C'est ok pour vous, ça? Ça va vous aider? Non? Les habitudes sont trop... Alors voilà encore une différence entre les hommes et les femmes. Oh, bah, dis donc. Ah, alors là, c'est surprenant, hein. Tout le monde voit le tableau? Dans les deux sens du terme. C'est une caricature, mais je vous promets qu'on n'est pas loin de la réalité. Hein. Alors, les spécificités. Les spécificités, la femme, elle fonctionne comme des vagues, c'est-à-dire que elle est comme ça. Elle a des hauts, elle a des bas. Elle a des hauts, elle a des bas. Ça n'est pas constant. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un mode lunaire. L'homme, il fonctionne sur un mode solaire. La femme fonctionne sur un mode lunaire. La lune, si vous l'observez, vous savez pertinemment, je ne vais pas vous faire un cours sur les marées, sur la lune, sur les quartiers, les trucs, les ci, les ça. Mais la femme fonctionne exactement de la même façon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle a des cycles, lorsqu'elle est encore menstruée, elle a des cycles, s'ils sont normaux, de 28 jours. Et donc ça monte, ça monte, ça monte, et ça descend, et ça descend. Et si on se mettait à observer de façon attentive le fonctionnement d'une femme, on pourrait, rien qu'en l'observant, moi quand je les reçois, les dames, je sais tout de suite où elles en sont dans leur cycle menstruel. Hein. Je sais si elles sont juste avant les règles, juste après ou en pleine ovulation. Hein. Elles n'ont pas du tout le même discours, elles n'ont pas du tout le même niveau de stress, elles n'ont pas le même fonctionnement. Est-ce que vous le sentez, mesdames, chez vous, ça? Hein? Je ne suis même pas en train de parler du syndrome prémenstruel, hein, de cette excitation, de cet énervement avant les règles, mais en fonction, c'est pas du tout la même énergie. C'est un petit peu comme la voiture, vous savez, quand on est en première, en deuxième, en quatrième, ben, c'est exactement pareil. Donc ça monte, ça monte, ça monte, et ça descend. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça monte, c'est que ça descend. Le haut de la vague, elle va parfaitement bien. Le bas de la vague, elle va totalement mal. C'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est tous les mois, puisqu'une vague, c'est un mois, c'est un cycle. Donc, quand elle est en bas, rien ne va plus. Quand elle est en haut, tout va bien. Alors, tout va bien, oh là là, mon amour, t'es merveilleux, on fait l'amour, les enfants sont merveilleux, la vie est merveilleuse, la France, la politique, tout va bien. Et puis, petit à petit, ça descend. Oui, enfin, les enfants, merveilleux, merveilleux, tu parles, hein, il s'est encore passé ça cette semaine, le mari, merveilleux, tu parles, hein, comme moi qui me copine tout le ménage, etc., etc. Enfin, bref. Et là, ça descend, ça descend. Et quand elle est en bas, il n'y a rien qui va. La maison, elle est pas repeindre, elle a rasé. Le mari, il est pas, c'est une thérapie qu'il lui faut, faut le changer de toute façon, ou alors faut le flinguer, mais voilà, il n'y a rien. Les enfants, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi j'ai voulu des enfants, c'est ingrat comme pas possible. Le chien, il n'y a plus qu'à le piquer parce qu'il est infernal. Rien ne va. Alors vous imaginez, mesdames, ce que vivent ces messieurs. C'est-à-dire qu'entre le haut et le bas, il y a 15 jours d'écart. Hein. Il y a 15 jours, vous lui laissez penser qu'il est merveilleux, que tout va bien, que vous êtes heureuse. Et 15 jours après, il n'est pas sûr de comprendre, mais il croit bien que c'est exactement l'inverse qu'il y a 15 jours. Le temps de se faire à l'idée. Donc, au départ, il met quelques années pour se dire qu'il n'a pas vraiment bien compris. Il met quelques années. Et puis au bout d'un moment, il observe quand même. Et puis là, il se rend compte que si, il a bien vu, il a bien compris. C'est-à-dire que ce qui est valable là, c'est plus valable là. Et puis là, puis là, puis là, puis là. Donc là, il se dit, ma femme a un problème. Purée. On n'a qu'une qui a un problème, c'est la mienne. Parce que les autres, elles ont l'air d'aller bien. Hein? Ou de temps en temps, il y a la belle-sœur ou la sœur qui va pas bien, mais c'est parce que peut-être qu'elle a passé du temps avec sa femme, ou peut-être qu'elle va pas bien pour d'autres raisons. Donc à ce moment-là, ça commence à se dégrader. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, messieurs et mesdames? C'est que ce fonctionnement-là, on ne peut pas l'éviter. C'est comme ça. C'est le principe des saisons.
Il y a l'été, il y a l'hiver. On vit dans une région où il y a ce climat-là, donc on ne pourra pas passer à côté de l'hiver, on ne pourra pas passer à côté de l'été. On ne peut pas passer à côté des cycles de la femme. Donc l'idée, c'est d'apprendre à les gérer. D'apprendre à les gérer, vous mesdames, déjà avec vous-même, et puis d'apprendre à les gérer en couple. Alors vous avec vous-même, vous savez que vous avez besoin de parler. Vous savez que vous avez besoin donc de partager verbalement, vous avez besoin de vous sentir comprise et vous savez que vous n'êtes pas constante dans vos ressentis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut quelqu'un de confiance, qu'il vous faut quelqu'un de stable, de confiance, qui n'ira pas forcément répéter les horreurs que vous lui aurez dites, parce que c'est des horreurs, parce qu'on est capable de dire n'importe quoi, donc quand on va pas bien. Une femme qui va pas bien est capable de dire n'importe quoi. Vous le savez ça, mesdames, enfin, n'hésitez pas à... Une femme qui va pas bien est capable de dire n'importe quoi au moment où elle va pas bien. Ça veut pas dire qu'elle le pense. Ça veut dire que quand elle est moi j'appelle ça un dégazage émotionnel. Quand elle est dans un dégazage émotionnel, le vocabulaire, faut pas s'arrêter dessus. Hein. Donc elle a besoin d'avoir quelqu'un de proche, de confiance, qui ne la juge pas, qui lui permettra de s'exprimer et qui pourra rebondir au bout d'un moment. Alors ce proche-là, le problème, c'est qu'au départ, la femme, la petite fille, elle est proche de sa maman. Après, elle est proche de sa copine. Et après, elle est proche de son amoureux. Pour finir par être proche de son mari. Le problème, c'est que le dégazage émotionnel, il y a très peu d'hommes qui savent les gérer. Il y a très peu d'hommes qui savent les supporter. Donc en général, ça, c'est du tue l'amour. Ça bousille un couple, ça. Alors, soit il faut une bonne copine, soit une sœur proche avec qui on s'entend bien, ou alors un thérapeute. Une thérapeute. Et moi, je vois en thérapie régulièrement des femmes qui viennent me voir dans cette phase-là, et c'est pour ça que j'ai une réactivité, c'est-à-dire que quand elles m'appellent, alors j'ai la particularité d'être médium, mais je sais que si je leur propose un rendez-vous de 10 jours, c'est plus d'actualité, ça sert à rien, c'est maintenant qu'elles en ont besoin. D'accord? Alors, si mesdames, vous n'avez pas les moyens d'aller chez le thérapeute, une fois par mois quand vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas une personne de confiance suffisamment proche de vous, mais que vous avez la chance d'avoir un partenaire, eh bien à ce moment-là, le partenaire va pouvoir jouer ce rôle-là. Simplement, il faut qu'il sache comment s'y prendre. Dans ces cas-là, messieurs, je vous parlais tout à l'heure des fameuses 20 minutes. Dans ces cas-là, ça peut durer un peu plus de 20 minutes, peu importe. Ce qu'elles attendent, c'est de pouvoir... C'est comme une éponge. Hein. C'est-à-dire que durant la phase où ça montait, ça allait bien, mais durant la phase où ça descendait, elles ont pris sur elles, et en fait, elles ont accumulé de l'énergie négative, des choses assez négatives, donc elles vont devoir, comme une éponge qu'on essore. Et bien à ce moment-là, il suffit simplement d'accueillir ce qu'elles disent, et surtout, pas de oui, pas de non, mais plutôt des Prenez pas de risque. Parce que si vous dites oui, oui quoi hein, oui, ça peut vouloir dire être d'accord. Si vous dites non, ça peut vouloir dire ne pas être d'accord. Dans ces cas-là, il faut surtout pas être d'accord ou pas d'accord. Il faut être neutre. Donc, dans ces moments-là, vous dites et puis il y a toujours l'étreinte. Mais ne proposez pas l'étreinte au bout de 5 minutes, hein, parce que là, ça va être contre-productif. Alors un jour, un monsieur me dit lors d'un séminaire, oui, enfin écoutez, moi ça me barbe ça, avec vos trucs là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une femme comme ça, stable, tout le temps de la même humeur. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein, prenez un chien. Le chien il est stable, hein. Tous les soirs vous rentrez, il est à la porte, il vous accueille. Hein, parce que quand vous rentrez, parfois votre femme elle vous attend avec impatience, elle vous saute au cou. Puis il y a des fois elle vous attend pas du tout. Elle vous saute pas du tout au cou non plus. Donc là c'est exactement pareil. Alors je vous dis que, enfin c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est John Gray qui le dit ça. Les femmes sont comme des jardins. Un jardin c'est quoi? C'est à entretenir. Un jardin, il y a de l'herbe qui pousse. Vous arrachez de l'herbe aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez arraché l'herbe aujourd'hui que la semaine prochaine, il ne faudra pas y retourner, parce que c'est comme ça repousse, c'est un jardin, ça s'entretient. Eh bien, les femmes sont comme des jardins, c'est-à-dire que la relation féminine doit être entretenue. Messieurs, n'offrez pas un bouquet de fleurs qu'à l'anniversaire Pardon? Emmenez-la des herbes de jardin. Emmenez-la des herbes de jardin. Ah bah comme ça, elle aura ses fleurs.
Voilà, ça s'entretient, un petit cadeau de temps en temps, une petite sortie de temps en temps, soyez proposés. Après, c'est pas votre tempérament, votre caractère, on peut comprendre, mais sachez qu'elle a des besoins et que on dit c'est comme les jardins, mais on pourrait prendre l'exemple de la plante verte. Vous savez, une plante verte, si je la mets dans une pièce obscure et si je ne l'arrose pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va crever, d'accord? Maintenant, si je la mets pas dans une pièce obscure, je la mets dehors, mais je l'arrose pas, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Ou pas? S'il y a un voisin qui le plaît bien, elle ne crèvera pas. Eh oui. Eh oui. Et malheureusement, on n'est pas seul sur Terre. Donc il y a toujours un voisin. Proche ou éloigné, mais toujours bienveillant, le voisin. Toujours. Alors j'ai pu observer que lorsqu'il y a des adultères, c'est toujours avec des proches. C'est soit le voisin, c'est soit le beau-frère. Mais c'est vrai, hein. Soit le voisin, soit le beau-frère, soit le collègue de travail, c'est jamais bien loin. Hein. Pardon? Oui, enfin c'est... De toutes les façons, dites-vous bien une chose, c'est que quand il y a adultère, c'est qu'il y a manque. Une personne comblée ne va pas franchir le pas. On peut titiller, on peut être attiré, on peut être un petit peu bouleversé, mais on ne franchit pas le pas. C'est le principe de l'alimentation. Si je sors, si je suis affamée et qu'on me propose quelque chose à manger, je vais forcément je vais accepter. Si maintenant je sors d'un repas absolument divin, délicieux, voilà, je suis repu, j'ai mangé, vous pouvez me proposer ce que vous voulez, j'ai plus faim. C'est exactement pareil. Souvent, quand on est trompé, on a tendance, et après vous allez voir par rapport au couple céleste, on pourra faire le lien, mais souvent que ce soit un homme ou une femme trompée, on a tendance il faut un coupable et une victime. Évidemment, la victime, c'est celle qui a été trompée, le coupable, c'est celui qui est venu lui piquer. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. On vit quand même à une époque où on est dans des co-responsabilités. Vous ne pouvez pas venir à ce type de conférence, croire à tout ce que vous croyez et continuer de croire que vous êtes victime. Hein? Là, c'est un leurre. C'est un leurre. Le fait qu'on n'ait pas vu arriver les choses, le fait qu'on a encore des choses à régler, ok, mais en termes de victime, enfin, si c'est bon pour vous de continuer de penser ça, faites-le. Mais voilà, moi, je vous encouragerai pas à penser de cette façon. Côté masculin, dans les spécificités, c'est que les hommes, ils ont besoin de façon régulière de se retirer. Ils ont besoin John Gray appelle ça la grotte, de se retirer dans leur grotte. Notamment quand s'ils ont un problème professionnel, s'ils ont une contrariété, un problème qu'ils n'ont pas résolu, ils ont besoin, autant la femme, elle a besoin de parler à son entourage dans ces moments-là, autant l'homme, lui, il a besoin justement de se couper, de se fermer, de se retirer. Alors, on vit justement on a des habitudes de vie aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile pour un homme de se retirer, hein, mais il faut le lui permettre. Et l'idée, c'est non seulement de lui permettre de se retirer de la communication, le temps nécessaire pour lui, et de ne pas le punir hein, quand il sort de cette phase. Hein. S'il reste 3 jours sans vous parler, n'attendez pas impatiemment les 3 jours pour au bout du 4e jour lui dire va lui tomber dessus. Soyez plutôt dans une bienveillance compatissante. Hein. Compatissez, dites-vous que là, il a un souci, mais que son souci, vous ne pouvez pas le régler. Alors, le problème qui se pose dans ces cas-là, c'est que rappelez-vous que la femme, quand elle va pas bien, elle a besoin de parler. L'homme, lui, quand il va pas bien, il a besoin de se retirer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que quand l'homme commence à aller pas bien, la femme, elle va aller le titiller en lui disant « Mais parle-moi, mais dis-moi !» Vous voyez, on passe notre temps à donner à l'autre ce que l'on a besoin de recevoir. On passe notre temps à donner ce qu'on pense qu'il a besoin. Mais le besoin de l'autre n'est pas le nôtre. Hein. Ça, c'est important. Ils sont comme des dauphins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on dit un dauphin, si on veut lui faire un exercice, il fonctionne au système de récompense. C'est-à-dire que si on veut le faire sauter, on lui donne un poisson, il comprend que quand il saute, il a un poisson, on lui en redonne un, et hop, et ça fonctionne très bien. C'est comme ça où on prend l'exemple des dauphins, mais on pourrait prendre l'exemple du chien. Vous savez, les chiens de recherche qui traquent la drogue, les choses comme ça, c'est comme ça qu'on les éduque. Hein. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous dites à votre
à votre partenaire, chérie, est-ce que tu peux me sortir la poubelle? Bon, déjà, il vaut mieux éviter de dire est-ce que tu peux, parce que évidemment qu'il peut, il n'est pas manchot. Il vaut mieux lui dire est-ce que tu veux bien me sortir la poubelle. Alors, il y a plein de petites petites nuances qu'il faudrait préciser pour vous aider à comprendre, mais ce serait trop long. Mais par exemple, les femmes, elles ne savent pas formuler des demandes. La femme, elle fait tout. Elle fait tout, elle est dans une exigence que vous ne soupçonnez même pas, messieurs, vis-à-vis d'elle-même. Et du coup, elle est tellement exigeante avec elle-même qu'elle a tendance à être exigeante avec les autres. Et la femme, elle fait. Il y a un truc à faire, elle le fait. Il y a un autre truc à faire, elle le fait. Et par exemple, quand la femme dit « je vais me coucher » le soir, entre le moment où elle dit « je vais me coucher » et le moment où elle se retrouve dans son lit, elle a fait 15 choses. Hein. L'homme, quand il dit « je vais me coucher », il y va. Si vous avez mis la panière à linge devant la porte, il va l'enjamber, mais il va aller se coucher. L'homme, il part du point A pour le point B. La femme, c'est comme dans le magasin. Hein. L'homme, s'il va acheter des yaourts, il va directement au yaourt. La femme, elle va passer par tous les rayons. Bon, c'est comme ça. Toujours est-il que si vous dites... alors, quand la femme, comme la femme, elle a du mal à faire des demandes, quand elle demande pas de la bonne manière. Hein. Quand elle lui dit tu peux sortir la poubelle, ça veut dire la poubelle devrait déjà être dehors. Donc tu peux, évidemment qu'il peut, il n'est pas manchot, mais s'il est en train de regarder son match de foot, ne vous imaginez pas, mesdames, qu'il va interrompre son match pour sortir la poubelle. Ça peut attendre. Donc ça, en général, c'est assez mal vécu. Donc, et puis en plus, s'il le fait, une fois qu'il aura sorti la poubelle, s'il ne se passe rien derrière, ne vous attendez pas à ce qu'il le refasse. Si maintenant vous lui dites, tu voudrais bien, lorsque tu seras disponible, sortir la poubelle, non seulement il le fera avec plaisir, mais si en plus vous lui dites, ah merci chérie, j'apprécie que tu aies sorti la poubelle, alors à ce moment-là, la prochaine fois, vous n'aurez plus besoin de lui demander. Là, il le fera parce qu'il aura apprécié que vous ayez apprécié ce qu'il a fait. Compliqué, hein, tout ça. Voilà encore. Et je peux vous assurer que pour avoir été la confidente de milliers de couples, c'est vraiment ça. Hein. Quand un homme et une femme viennent de se rencontrer, alors je disais en séance, souvent en médiumnité, c'est pas forcément dans le cadre d'une thérapie de couple, ça peut être en médiumnité. L'homme m'appelle, alors ça a marché. Ben lui, il n'a qu'un souci à ce moment-là. Hein. Ça va marcher. Vous avez compris à quel niveau ça va marcher? Est-ce que je vais être performant? Est-ce que je vais assurer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle va être satisfaite de moi? Et puis la femme, c'est est-ce que je peux m'engager effectivement? Est-ce qu'il y a des sentiments? Hein? Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la femme en général a besoin de sentiments pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Chez l'homme, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'homme, il va plutôt développer ses sentiments en étant passé à l'étape supérieure. Il s'attache dans l'intimité, l'homme. La femme a besoin d'être attachée pour partager l'intimité. Donc, ce qui fait que ça peut coincer en début de relation. Ils sont pas au même rythme. Alors, les références. Évidemment que quand on rentre dans un couple, on est imprégné, on a des références, les références familiales en fonction de l'éducation qu'on a eue, en fonction du couple parental qu'on a eu, les références environnementales. Hein, un couple en Europe ne fonctionne pas comme un couple au Moyen-Orient ou ailleurs. Hein. Les références culturelles aussi. Hein, on n'a pas un couple... Je dis musulmans parce qu'ils ont une façon de fonctionner aussi qui est différente des catholiques par exemple ou des juifs voilà. Hein. Donc ça va rentrer en compte en ligne de compte, les différences religieuses aussi. Hein. Plus vous allez tenir compte des différences, des spécificités, des références, plus vous allez pouvoir vous adapter. Et plus vous allez pouvoir vous adapter, plus vous aurez des chances de pouvoir cheminer. Alors, on va faire l'articulation avec le couple spirituel, parce que là, on était vraiment très terre à terre, la matière, tout ça. C'était bien rigolo, mais c'était quand même très, très terrestre.
D'un point de vue spirituel, je vous fais un petit rappel. Vous vous souvenez que, enfin pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence, vous vous souvenez qu'à la base, il y a la source. Alors, on dit la source pour que chacun puisse y mettre le terme qu'il a envie d'y mettre. S'il y a des gens qui veulent appeler ça le divin, qui veulent appeler ça l'énergie, l'esprit, Dieu, pourquoi pas. Enfin, moi, j'aime pas mettre des termes qui ont une connotation religieuse. C'est pour ça que je mets le terme la source. N'empêche qu'à la base, il y a cette source qui, par des phénomènes qu'on ignore encore, parce qu'on est loin de tout savoir, s'individualise et on arrive au niveau de l'âme. Alors, entre la source et l'âme, inutile de vous dire qu'il y a une quantité de plans intermédiaires. N'empêche que l'âme va venir s'incarner, elle va faire le choix avec sa guidance de venir s'incarner dans un plan terrestre. Alors, je vous ai représenté, vous avez donc la source qui s'individualise via l'âme. L'âme, ça ne veut pas que je mette le doigt, parce que du coup, ça... Je veux montrer un truc, mais je suis sur un autre. Donc, vous avez d'un côté les plans célestes et de l'autre côté le plan terrestre. Le plan terrestre, c'est la 3D. D'accord ? La 3D, c'est quoi ? C'est le temps, l'espace, la matière. J'ai mis un certain temps pour me rendre de chez moi à ici et je suis venue avec mon corps physique. D'accord ? Le temps, l'espace, la matière. L'âme, elle vient d'un plan où le temps n'existe pas. On ne parle pas de temps, on parle d'éternité. L'espace n'existe pas, on ne parle pas d'espace, on parle d'univers infini, et la matière n'existe plus. Tout à l'heure, quand vos défunts vont s'exprimer à travers moi, ils ne le font pas avec des cordes vocales. Ils utilisent mes cordes vocales, mais c'est une vibration, c'est une fréquence. La matière n'existe pas de l'autre côté. Donc ça, c'est important de se rappeler du fonctionnement. Il faut se rappeler également que l'âme, elle a une antériorité. C'est-à-dire que ici et maintenant, on entend souvent des gens qui disent « on n'a qu'une vie, il faut en profiter ». Ça me fait sourire quand j'entends ça. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut en profiter, mais on n'a pas qu'une vie. Ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous déshabiller, vous allez vous coucher, et demain matin, vous allez vous lever, vous allez peut-être vêtir une autre tenue vestimentaire et vous allez revivre encore une journée. C'est exactement pareil en ce qui concerne la vie et la mort. C'est-à-dire que la mort, c'est simplement l'âme qui quitte le corps physique, qui s'en retourne dans un plan d'où elle vient, d'accord, et elle va revenir un certain nombre de fois pour vivre des expériences dans le cadre d'un circuit, d'un schéma d'évolution. Donc quand l'âme décide de s'incarner, elle fait ce choix avec sa guidance, et bien évidemment, elle fait plein de choix, l'âme, à ce moment-là. Elle choisit tout le contexte dans lequel elle va venir s'incarner. Et quand je dis qu'elle choisit tout le contexte, elle choisit également les gens qu'elle va rencontrer. On ne rencontre pas, on ne se marie pas avec une personne comme ça par hasard. Votre partenaire d'aujourd'hui, c'était peut-être votre enfant de la vie d'avant, c'était peut-être votre parent, c'était peut-être un ennemi, quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous avez peut-être quitté votre vie, votre vie terrestre dans une autre incarnation, dans de mauvaises conditions, qui font que vous avez fait le choix de l'autre côté de revenir en tant que couple ici et maintenant pour venir travailler cet aspect-là qui vous a séparé à cette époque. Et est-ce que vous avez déjà vu le film No Solar ? Dans ce film, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le regarder. Vous pouvez le trouver sur Internet et maintenant il est traduit en français, enfin il est même plus sous-titré, il est en français. Il y a un couple, de l'autre côté, un couple de jeunes gens. À un moment donné, ils disent on y va, enfin ils sont pas tout à fait prêts à y retourner, puis ils disent on a tellement échoué déjà qu'on n'est pas trop pressé d'y retourner. Vous voyez, j'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il est très conforme à ce que je sais des contacts que j'ai reçus et de l'idée que je me fais de la vie de l'autre côté. Je trouve que ce film est très conforme et très réaliste. Donc voilà, je vous invite à le regarder. Donc l'âme, avec sa guidance, elle choisit son niveau, en fonction de son niveau d'évolution, en fonction de son karma. Alors attention, quand je dis karma, ça peut être négatif ou positif, ça peut être des gains, mais ça peut être aussi des dettes. Je peux avoir un bon karma et un mauvais karma. Le karma, c'est pas... Souvent, les gens pensent que c'est que négatif, le karma.
j'ai déjà eu des couples des couples qui vivent des histoires absolument merveilleuses, mais en même temps, ils s'étaient incarnés pour vivre l'amour. Hein. Je me souviens d'un couple, il vient de décéder d'ailleurs, le monsieur. Dans une vie antérieure, il était moine et sa femme actuelle dans cette vie-là, elle était guerrière. Donc ils ont été très très proches, mais ils n'ont jamais pu vivre l'amour, à la fois l'amour physique et l'amour sentimental. C'est-à-dire qu'ils s'aimaient, mais ne se sont jamais avoué leur amour et ils n'ont jamais pu le concrétiser dans cette vie antérieure. Et bien dans cette vie-là, leur âme, ils ont choisi de venir pour vivre leur amour. Et en fait, ça a pris toute la place dans leur vie. Ils n'ont vécu que ça. Ils ont vécu un couple merveilleux. À l'instant où ils se sont vus, c'était évident, c'était simple. Et ils étaient heureux du matin au soir, sans la moindre explication. C'est-à-dire que si Daniel était là, parce qu'il s'appelait Daniel, il est décédé récemment, si Daniel était là, et il me dirait, mais moi, tes conneries, là, j'en ai pas besoin. Hein. Ça se passait très très bien avec Jacqueline, parce que tout était simple, tout était évident, tout était automatique. Mais en même temps, ils étaient venus vraiment pour vivre ça. Hein. Et Jacqueline disait, moi je n'envisage pas de vivre sans lui. Et là, il vient de décéder. Donc, c'est compliqué pour elle de vivre sans lui. Mais bon, grâce au contact avec l'au-delà, ça aide. Donc, en fonction des blessures également, des blessures de l'âme, en fonction, vous savez comment ça se passe au niveau des blessures, vous connaissez un petit peu ou pas? Nous avons 5 blessures fondamentales, 5 blessures de base. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et après, il y a une 6e blessure qui découle de ces 5, qui est l'impuissance. Donc, chaque personne a une combinaison de blessures. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'ait aucune blessure. Nous avons tous une combinaison qui nous est propre. De la même façon qu'on a tous une empreinte digitale unique, on a une combinaison de blessures uniques. Il y a des gens qui peuvent avoir 100% de rejet, 10% d'abandon, 50% d'humiliation. Enfin, c'est une combinaison. Et en fonction de cette combinaison de blessures, ça pourrait faire un sujet intéressant de conférence sur les blessures de l'âme. En fonction de la combinaison des blessures, on va attirer à soi les personnes et les expériences qui vont nous permettre de les travailler, en fait, ces blessures. Donc, une personne qui a une blessure de rejet va souvent se sentir rejetée et va, quand l'âme, si par exemple il y a 100% de rejet, c'est une âme qui va s'incarner déjà dans un contexte où on ne la veut pas. Hein. La femme se retrouve enceinte, elle ne désire pas être enceinte. Et puis elle se rend compte trop tard qu'elle est enceinte, donc elle ne peut pas interrompre la grossesse, et puis le père l'abandonne, enfin, il y a du rejet, il y a de l'abandon, vous voyez, avec cette tonalité d'injustice, puisque chaque blessure va découler sur une autre, et évidemment, ça va engendrer des grandes souffrances, et l'idée c'est vraiment de faire tout un travail pour se libérer, pour se guérir de ces blessures. Alors le choix, j'ai mis le choix du choix, ou du non-choix. C'est-à-dire que quand l'âme, elle s'incarne, elle peut choisir, elle fait le choix de pouvoir choisir ou de ne pas pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous vivez dans votre vie où vous avez votre libre arbitre. Mais il y a d'autres choses où il n'y aura pas de libre arbitre. Vous ne pourrez pas avoir le choix là-dessus. Il faut le savoir. Donc, ce que vous pouvez choisir, tant mieux. Vous avez le libre arbitre, je vais à gauche, je vais à droite, c'est moi qui décide. Là où vous ne pouvez pas choisir, bien l'idée, c'est de pouvoir apprendre à accepter, d'accepter et de pouvoir composer. Ce que je ne peux pas, par exemple, on va prendre le cas de la perte d'un enfant. La perte d'un enfant, c'est l'âme qui a choisi, mais elle a choisi qu'elle n'aurait pas le choix dans son incarnation. Aucune maman normalement constituée n'a fait le choix de perdre un enfant, et on sait à quel point c'est une douleur terrible. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez qu'accepter. Accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux mettre ma vie en l'air parce que j'ai perdu un enfant, je peux être révoltée à tout jamais parce que j'ai perdu un enfant, et puis je peux aussi accepter que mon âme avait fait ce choix, que son âme et mon âme s'étaient mises d'accord dans l'au-delà pour venir expérimenter cette expérience dans la matière, mais que je le retrouverai, je le ou la retrouverai,
Et qu'est-ce que je décide de faire de ça? Et là, ça permet de, vous avez le libre arbitre sur la manière de gérer la blessure, et non sur la blessure, non sur l'événement. Alors on parle des hommes et des femmes, ce serait bien qu'on parle, enfin du couple, ce serait bien qu'on parle un petit peu d'amour. Hein. L'amour, c'est une forme d'auto-révélation à travers l'autre qui est un miroir. C'est-à-dire que souvent, dans la relation, on a tendance, comme je l'ai évoqué au début, à être dans un, pas forcément dans un rapport de force, mais en tout cas à se dire j'ai tort, il a raison, ou j'ai raison, il a tort. Moi, ce que je vous propose, c'est de sortir de ce schéma-là et de plutôt rentrer dans le schéma du miroir. C'est-à-dire que l'autre, c'est un miroir. L'autre, il est là pour me renvoyer des choses. Mais c'est un miroir déformant. Ce qu'il me montre, il me montre pas forcément quelque chose que je fais. Il peut me montrer quelque chose que je me fais. Par exemple, si l'autre me trahit, l'autre me trompe, il me trahit, d'accord? Il me ment, il me trompe, peu importe. Ça peut être pour me montrer que je suis en train de me trahir. Hein. Ça peut être pour me montrer que je suis en train de me tromper moi-même. Hein. Voyez? C'est-à-dire que si je suis dans un couple et que mon partenaire me trompe, je peux m'enfermer dans le statut de la victime, c'est terrible, mon Dieu, vous vous rendez compte, etc., etc. Et puis là, je peux me faire un cancer en pas bien longtemps, d'accord? Je pleure sur mon sort, je m'effondre, je prends 10 ans en 2 mois, je maigris, je me fais un cancer. Et puis je peux aussi me dire, ok, il m'a trompé, c'est pas agréable. Là, l'ego, je peux vous dire qu'il s'en prend un coup, et je sais de quoi je parle. Pour autant, à ce moment-là, on peut aussi se dire, ok, qu'est-ce que la vie est en train de m'apprendre? Je ne suis pas née pour souffrir, je suis née pour apprendre, je suis née pour expérimenter, je suis née pour grandir, je suis née pour me redécouvrir, pour savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais. Donc qu'est-ce que je fais de cette épreuve? Qu'est-ce que je fais de cette blessure? Et si j'allais voir où est-ce que moi-même je me trompe, où est-ce que moi-même je me trahis, où est-ce que moi-même je me manque de respect? Et à ce moment-là, ça devient très constructif. Et vous reprenez les rênes. On peut dire que c'est le jeu du jeu. Le jeu des miroirs. Voyez l'autre comme un miroir déformant et apprenez à jouer avec le jeu. Rappelez-vous que l'âme, elle n'a pas de sexe. Elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de race. Pour autant, lorsqu'elle s'incarne, elle renonce à une partie d'elle. Hein. Donc, en renonçant à une partie d'elle, elle va forcément être dans un manque. Il nous manque, je suis une femme, il me manque ma partie masculine. Donc je vais être forcément à la recherche de cette partie-là. Et je vais forcément être dans un besoin d'union profonde avec une part masculine. Une part masculine que je peux retrouver chez n'importe quel homme. Mais c'est pas parce que je peux retrouver cette part-là chez n'importe quel homme que n'importe quel homme pourra me convenir. Hein. Parce que en fonction des expériences de vie, des programmations, etc., etc. Donc c'est bien de savoir pourquoi on est attiré par l'autre. L'autre vient nous révéler nos blessures et les charges émotionnelles coincées de notre enfance ou d'avant. Alors j'ai pu observer que les gens qui vivent des blessures dans le cadre d'un couple les ont déjà vécues, ces mêmes blessures, avec le couple parental. Et là, je vous invite à prendre 2 minutes et à vérifier dans votre propre histoire, est-ce que les problématiques que vous rencontrez avec vos partenaires, hommes ou femmes, vous les avez déjà rencontrées avec, alors quand je dis avec vos parents, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec les enseignants à l'école, ça peut être avec un grand frère, ça peut être avec une petite copine, mais en général, les problèmes que l'on vit dans le couple, ils datent pas du couple, hein, ils datent d'avant. Ils datent d'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est là pour apprendre et que la vie est généreuse avec nous. Et que la leçon, tant qu'elle n'est pas intégrée, elle nous est resservie. Et encore, et encore. C'est comme un plat. On vous le réchauffe et on vous le resserre. On vous le réchauffe et on vous le resserre. Et c'est comme un plat. Plus on vous le réchauffe, plus il est meilleur. Plus il a de goût. Et là, c'est exactement pareil. Et là, allez vérifier, vous verrez que c'est pas déconnant ce que je suis en train de vous dire.
La colère, entendez bien ça, la colère révèle notre part d'insatisfaction. C'est une grande frustration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en colère après l'autre, c'est parce que je suis frustrée. Pourquoi je suis frustrée? C'est parce que j'ai une part d'insatisfaction. Cette part d'insatisfaction m'appartient, l'autre n'est pas responsable de ça. Je ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas me donner ce qu'il me manque. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est injuste ça. Puis-je m'aimer suffisamment pour aimer l'autre? Vous savez, on attend que l'autre nous aime. On est prêt à tout. Quand je dis on, c'est nous les femmes, vous les hommes. On a besoin d'être aimés. L'amour, on est en vie grâce à l'amour. Donc l'amour, c'est quelque chose de nécessaire. Il y a des gens qui vous disent oh moi l'amour c'est des trucs de bonne femme ou c'est des trucs de gosse. Moi je suis pas là-dedans. C'est faux. On a besoin d'aimer, d'être aimé. Mais est-ce qu'on s'aime soi? Très peu de personnes s'aiment réellement. Quand je dis s'aimer, c'est pas faire le beau devant le miroir ou etc. Est-ce qu'on s'aime suffisamment pour aimer l'autre? Et est-ce que vous avez conscience que vous demandez à l'autre de vous aimer, mais que comme vous ne vous aimez pas, du coup, vous ne pouvez pas concevoir qu'il vous aime puisque vous ne vous aimez pas. Donc vous lui demandez de vous aimer, mais vous n'êtes pas en capacité d'accueillir son amour. On est un petit peu tordu quand même sur Terre. Et est-ce que l'autre, dans le cadre d'un couple, est-ce que je l'aime assez pour lui permettre de travailler à travers notre relation ce qu'il a besoin de travailler? Est-ce que j'aime suffisamment l'autre, mon partenaire, homme ou femme, pour lui permettre de travailler au sein de notre relation ce que son âme a choisi de venir travailler dans cette incarnation? On va revenir sur le cas de la trahison, par exemple. Vous êtes dans un couple, en général, c'est ce qui coince, la trahison. Après, je peux prendre d'autres exemples, mais voilà, dans le cadre d'un adultère, en général, c'est taillot-taillot. On n'a pas forcément envie d'être trompé, on n'a pas forcément envie de pardonner, on n'a pas forcément envie de dire à l'autre, écoute, c'est pas si grave, t'as fait ce que t'avais à faire. Et puis en plus, j'avais à le vivre. C'est pas aussi simple. On est plutôt dans le jugement, voire même dans la condamnation, avec la sentence qui tombe en général assez rapidement. Donc la question à se poser, c'est est-ce que j'aime suffisamment l'autre pour lui permettre de travailler ce qu'il a à travailler dans cette incarnation, dans notre relation? Ça, c'est très rare. Ok. J'accélère. Je vous disais précédemment que l'amour, c'est quelque chose de vital. Nous avons besoin d'amour. Sans amour, nous n'existerions pas. On a appelé, tout à l'heure dans le triangle, je vous ai dit la source. En fait, on pourrait l'appeler l'amour. La source, c'est l'amour. C'est vraiment... nous sommes des êtres d'amour parce que nous sommes issus de la source. Alors, si vous avez des problèmes de couple, crise, opportunité ou danger, dépasser le conflit et passer de victime consentante au créateur de votre histoire, mais pour cela, il faut être deux. Ou Dieu. Ça, c'était pour le placer, celui-là. Quelles que soient les problématiques, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que vous avez envie de subir? Est-ce que vous avez envie d'être victime? Ou est-ce que vous avez envie de vous poser des questions et de profiter de la crise du couple? Parce qu'un couple, c'est comme une entreprise, c'est comme une société. Il y a forcément des crises entre les hormones, entre les maternités, entre les problèmes professionnels de monsieur. Puis, enfin, il y a que des occasions de vivre des remises en question en couple. Donc, est-ce que vous avez envie de les subir ou est-ce que vous avez envie, au contraire, de soulever un petit peu le coin de la feuille, le coin de la nappe et d'aller voir ce qu'il y a dessous en termes d'opportunités? Et si c'était d'opportunités pour mieux se connaître et découvrir ses propres failles, le couple. Quand on comprend mieux, ah oui, alors ça, je tenais à vous le dire, on comprend mieux quand ça fait mal. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai remarqué malheureusement, quand je dis on comprend mieux les leçons que notre âme a choisi d'intégrer, on comprend quand ça fait mal. Si ça fait pas mal, on comprend pas. Donc quand est-ce que ça fait mal? La maladie, la perte d'un être cher, un divorce, une tromperie, un truc, voilà, les choses qui sont très chargées émotionnellement, grosse perte d'emploi, une maladie, je crois que j'ai fait le tour.
ce dont on accuse l'autre, on se le fait sans cesse pour être aimé. Sans cesse. C'est-à-dire que si l'autre ne me respecte pas, c'est pour me montrer que je ne me respecte pas. Et pourquoi je ne me respecte pas? Je ne me respecte pas parce que je veux être aimé. Mais si je comprends que je n'ai pas besoin de ne pas me respecter pour être aimé, parce que l'amour, il est déjà là, il est déjà en moi, je suis un être d'amour, hein, et cet amour, il est là, et je n'ai pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. À ce moment-là, je n'ai plus besoin d'attirer à moi quelqu'un qui va me montrer que je ne me respecte pas. Et là, vous verrez, mais quand je décide de m'aimer, quand j'apprends à m'aimer, quand je m'aime, j'attire à moi des gens qui m'aiment, hein, et je n'ai plus besoin je n'attire plus à moi des gens qui me trahissent, qui ne me respectent pas ou qui me font du mal. Hein. Que vaut-il mieux, plaire aux autres ou être heureux? Ça, c'est une question qu'il faut vous poser. Hein. J'aurais dû faire une liste de questions et puis vous l'envoyer, enfin vous l'imprimez. Est-ce que je peux me respecter avec quelqu'un autant que si j'étais seule? Suis-je moi-même aux côtés de l'autre? Ça, c'est des questions. Si vous n'êtes pas vous-même aux côtés de l'autre, c'est une question de temps. Mais ça finira mal. Quand je dis ça finira mal, c'est soit le couple va mal finir, soit c'est vous qui allez mal finir avec une maladie. Mais en tout cas, ça finira mal. Attention, hein, être soi-même, ça ne veut pas dire être parfait. Être soi-même, ça veut dire être soi. Le problème, c'est qu'on ne s'aime pas, qu'on voudrait que l'autre nous aime. Ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes au bord de la rupture, alors ça, c'est très important. Les couples en crise, quand ils viennent me voir, et commencent à déballer le truc, et là, je les arrête tout de suite en leur disant, attention, on va poser un cadre. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour prendre parti, je ne suis pas là pour condamner. Je suis là pour éclairer votre chemin. Je suis là pour vous aider à comprendre ce qui vous arrive. Je suis là pour vous aider à vous rendre là où vous avez envie d'aller. Donc, si vous êtes au bord de la rupture, le premier conseil que je donne, c'est ne vous précipitez pas. Souvent, c'est est-ce qu'il faut qu'on se sépare? Ben, moi, je dis, si vous devez vous séparer, vous vous séparerez. Mais quitte à vous séparer, autant le faire dans de bonnes conditions. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a ce que vous vivez ici et maintenant sur Terre, mais il y a ce que vous allez vivre après de l'autre côté, et il y a ce que vous allez revivre quand vous allez revenir. Donc, si vous devez vous séparer de quelqu'un, il vaut mieux se séparer dans les meilleures conditions qui soient. Les meilleures conditions qui soient, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas en guerre, ça veut dire en accord, voire même en amour. On peut se séparer de quelqu'un et aimer ce quelqu'un, d'accord? Se séparer dans de bonnes conditions, c'est se faire un cadeau, c'est faire un cadeau à l'autre, et c'est faire un cadeau aux deux âmes aussi. Si vous vous séparez, alors parfois il y a des gens, parce qu'il y a eu des évolutions différentes, à des rythmes différents, hein, les deux personnes dans le couple, les deux entités dans le couple n'ont pas la même évolution. Donc il y en a une qui est capable de mettre ses griefs dans sa poche et d'être en amour vis-à-vis de l'autre et de se séparer en bons termes. Sauf que l'autre, il le vit mal et il ne veut pas en entendre parler, il est très en colère. Ça lui appartient. C'est lui qui se crée un karma. Hein. Vous, rappelez-vous, c'est que vous êtes là pour vous. On ne parle pas d'égoïsme, on parle d'écologie et surtout, on parle de soi. Rappelez-vous que personne, même la personne qui vous aime le plus au monde, ne pourra jamais faire caca à votre place. Je dis ça parce que là, tout le monde comprend. Hein. On n'est pas là pour les autres, on est là pour soi. D'accord? Donc, faites en sorte d'être en paix avec les autres et avec vous-même. Et si les autres ne sont pas en paix avec vous, ça leur appartient. Vous leur envoyez de la lumière et puis ils se débrouillent avec ce qu'ils ont à travailler. Hein. Donc, si vous êtes au bord de la rupture, ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Prenez un temps d'observation. Observez. Remettez-vous en question. Cessez d'accuser l'autre et pratiquez le miroir. Je vous assure que la pratique du miroir, ça n'est pas la plus facile. Ce n'est pas forcément facile quand on est en face de quelqu'un, qu'on est persuadé d'avoir raison, qu'on est persuadé qu'il a tort, de se dire « Allez, j'oublie qu'il a tort et j'arrête de penser que j'ai raison, je fais l'inverse. » C'est pas forcément facile. Mais pour autant, qu'est-ce que c'est élevant? Qu'est-ce que c'est élevant? Je vous invite à ce propos à vous documenter sur le travail de Cathy Byron, qui est une américaine, peut-être que vous la connaissez déjà. En gros,
les gens qui vont mal, en général, ils vont mal parce qu'ils pensent quelque chose et leur pensée n'est qu'une pensée, une pensée n'est pas la réalité. Le simple fait de changer de pensée, d'accord, ça permet d'aller mieux. Et ça, c'est valable, c'est un travail qui peut être valable même avec la perte d'un être cher. Le simple fait, vous voyez, si vous avez perdu un être cher, c'est forcément douloureux au départ. C'est douloureux. C'est douloureux, pourquoi? Parce qu'il n'est plus là. Et qu'est-ce qui se passe? On se dit qu'on ne le verra plus, on se dit qu'il n'est pas là, on se dit que c'est triste, on se dit que c'est malheureux, on se dit plein de choses. Et parce qu'on se dit plein de choses, on est malheureux. Sauf que si vous me permettez, avec tout le respect que j'ai pour vous, la plupart d'entre vous sont vos enfants. Je prends l'exemple des enfants parce que la perte d'un enfant, c'est certainement la plus douloureuse. Hein. Vous n'avez pas vos enfants avec vous. Pour ceux qui n'en ont pas perdu, hein, bien évidemment. On va prendre un exemple. Vous avez des enfants, madame? Vous en avez perdu ou pas? Bon, alors je ne prends pas votre exemple. Vous avez des enfants? Vous en avez perdu? Non. Comment vous vous sentez là, tout de suite, maintenant? Bien. Est-ce que vous êtes mal parce que votre enfant est ailleurs? Non. Ça ne vous gêne pas qu'il soit ailleurs? D'accord. Vous, madame, vous avez perdu un enfant, me dites-vous. L'idée qu'il soit ailleurs, est-ce que ça vous dérange? D'accord. Parce que vous avez cheminé, parce que vous avez développé une conscience, parce que vous avez fait un cheminement. Mais une personne qui viendrait de perdre son enfant, aujourd'hui, elle serait anéantie, elle serait très très mal parce qu'il n'est pas là. Vous voyez? Mais quelle est la différence entre madame de mon enfant au travail ou je ne sais où, et l'autre qui est de l'autre côté? C'est simplement la représentation qu'on a là. Alors, je ne veux pas minimiser parce que, bien évidemment, madame va pouvoir le serrer dans ses bras au 25 décembre. Hein. Vous voyez, bien sûr que là-dessus. Mais le 25 décembre, une maman qui a perdu son enfant peut vivre un moment bien plus intense et bien plus merveilleux que de l'avoir dans les bras. Donc, voilà, c'est le principe du travail de Cathy Byron. Hein. C'est vraiment d'apprendre à changer sa pensée et de pratiquer le miroir aussi. Hein. Souvent, on est malheureux par rapport à ce qu'on se dit. Prenez conscience de vos ressentis aussi. Explorez leur lien avec votre passé. C'est-à-dire que si votre ressenti, c'est que l'autre, peu importe ce que vous reprochez à l'autre, hein, mais est-ce que ça n'est pas en lien avec un passé qui n'est pas réglé? Quand je dis passé, avec les parents ou avec un ex. Rappelez-vous que l'autre est un être de lumière avant tout, incarné, qui a accepté de venir jouer ce rôle pour vous permettre de devenir vous-même. Souvent, quand on est en matière de couple, quand on est en désaccord, hein, surtout quand il y a eu des choses violentes, parfois il peut y avoir des choses violentes dans un couple. Hein. L'autre jour, je discutais avec une maman qui a perdu sa fille. Elle a été assassinée par son conjoint. C'était de la violence conjugale, comme il peut y en avoir. Hein. Et c'est compliqué de se dire qu'elle avait choisi de s'incarner, de vivre cette expérience, et que lui, il a joué ce rôle-là. C'est compliqué, mais c'est en même temps le seul moyen de pouvoir modifier ses ressentis. C'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir, parce que si elle reste dans la colère, hein, c'est insupportable. Hein. Rappelez-vous que lorsque vous allez quitter cette terre, j'allais dire que vous y croyez ou que vous y croyez pas, mais enfin si vous êtes là, c'est que vous y croyez un petit peu quand même. Quand vous allez quitter cette terre, hein, exactement comme ce soir, quand vous allez quitter vos vêtements, vous allez arriver dans cet espace où vous serez attendu. On n'est jamais seul quand on arrive de l'autre côté, il y a toujours quelqu'un qui nous attend. Rappelez-vous qu'on a tous une maman sur terre, on a tous un guide au ciel, et parfois le guide est bien accompagné. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait une médiumnité à une dame, et sa maman allait mourir. Elle était encore vivante, hein, même pas hospitalisée, elle est chez elle. On m'a montré qu'elle allait mourir là dans les semaines qui viennent. Et on me montrait que de l'autre côté, ils étaient déjà tous réunis et qu'elle allait avoir un comité d'accueil. Mais si elle le savait, elle donnerait n'importe quoi pour y être déjà, quoi. Elle serait impatiente. Il y avait tous les gens qu'elle avait, mais enfin, vraiment c'était
C'était beau. Des fois, en tant que médium, on est un peu décalé quand on annonce les choses, parce que, pour le coup, là, j'annonce un décès avec bonheur. Vous vous rendez compte? C'est presque horrible de dire ça. Hein. Donc, rappelez-vous que quand vous allez arriver de l'autre côté, il va y avoir une petite phase, petit bilan, j'allais dire pas de fin d'année, de fin d'incarnation. On va vous demander, enfin vous pouvez déjà l'anticiper, ce bilan. Quel amour je me suis permis de donner et de recevoir au cours de cette incarnation. Mais quand je dis quel amour je me suis permis de donner, c'est de donner en général, y compris à moi-même. Comment est-ce que vous vous êtes aimé? Parce que je crois je suis intimement convaincue que nous sommes victimes des autres, mais bourreaux de nous-mêmes. Je pense que la personne qui nous fait le plus de mal, c'est nous-mêmes. Déjà, il n'y a qu'à voir comment on pense. Comment on pense, comment on mange, comment on vit, comment... Enfin, bref. La deuxième chose que vous pouvez vous demander, c'est qu'avez-vous fait de votre amour? Lorsque vous vous êtes incarné, vous êtes une goutte d'eau de cet océan qui est la source, qui est pur amour. Et vous êtes une goutte d'eau, donc vous êtes du pur amour. Nous sommes du pur amour. Qu'est-ce qu'on en a fait de cet amour? Qu'est-ce qu'on a fait de cet amour? Est-ce qu'on vit dans l'amour? Est-ce qu'on est amour? Est-ce qu'on diffuse? Est-ce qu'on irradie l'amour? Eh bien, elle est pleine de vie. Hein. On va vous demander également qu'avez-vous fait pour les autres? Qu'avez-vous fait? Vous vous rendez compte, en même temps, hein, je me l'applique à moi-même. Hein. Qu'avons-nous fait de notre amour? Et qu'avons-nous fait pour les autres? Donc, vous savez quoi, un truc tout simple, ce serait déjà de se recentrer sur cet amour, hein, et de pouvoir le diffuser, de pouvoir lui permettre d'émaner. Hein. Alors, pour clôturer cette séance, je vous invite à envisager la rupture à certaines conditions. Vous pourrez envisager la rupture si vous avez tout exploré, si c'est trop douloureux, si vous sentez que vous vous éloignez de vous-même, si l'autre est pathologique, s'il en va de votre survie. Et j'ai mis des points de suspension parce que peut-être qu'il y a d'autres cas que je n'ai pas eu en accompagnement ou dans ma propre vie privée. Pour être totalement transparente, j'estime que quand on parle d'un sujet, il est important d'être aligné, il est important d'être authentique et transparent avec les gens avec qui on partage. Donc, sachez que j'ai été mariée pendant 25 ans. J'ai pris la décision de mettre un terme à ce couple pour me retrouver. Parce qu'au cours de ces 25 années, j'ai cheminé et que je me suis un petit peu éloignée de moi-même. Donc, pour me retrouver, pour être conforme avec qui je suis, j'ai mis un terme à ce couple. Et ensuite, j'ai vécu une relation chaotique à distance et à laquelle j'ai décidé également de mettre un terme pour justement être alignée, pour être en paix, pour être conforme à tout ce que je viens de partager avec vous. Parce que je ne peux pas vous tenir un discours aujourd'hui à ce micro et vivre l'inverse dans ma vie. Donc tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, je l'ai expérimenté. J'ai pas de leçon à donner. D'ailleurs, j'évite de le dire en début de conférence, mais je suis peut-être la personne la moins appropriée pour donner une conférence sur le couple dans la mesure où je suis seule actuellement. Je précise actuellement parce que je ne suis pas fermée, je continue de croire au fait qu'un homme et une femme peuvent partager des choses merveilleuses, hein, ou deux êtres du même sexe aussi, c'est possible. Mais voilà, il est important d'être aligné. Rappelez-vous que l'alignement, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Être en phase avec qui vous êtes au plus profond de vous, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir à vos êtres chers, offrir à l'humanité. Et quand on est en paix avec soi, on est forcément en paix avec l'autre. Aujourd'hui, vous êtes nombreux dans la salle. Parmi vous, il peut y avoir des gens qui ne soient pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas du tout un problème pour moi. Vous voyez? Et quand je vous disais que j'ai mis un terme à mes précédentes relations, moi, je suis en paix avec ça. Après, chacun vit ce qu'il a à vivre. Et vraiment, j'envoie plein de lumière à chacun de vous et à toutes les personnes
qui ne sont pas en paix dans une relation ou après une relation. Et pour terminer, nous avons... c'est pour les messieurs, hein. C'est pour leur donner un exemple de bouquet. Avec la lumière de Sainte Lucie qu'on a évoquée tout à l'heure, je demande à Sainte Lucie d'éclairer vos cœurs, de nous éclairer, d'éclairer l'humanité actuellement, de nous éclairer sur la voie de l'amour. Et je vous ai mis ce bouquet parce que pour moi, la fleur, c'est la vie, c'est la tendresse. Et je vous remercie tous infiniment de votre attention.